Voilà, bonsoir Patrick. Bonsoir Rémi, bonsoir tous les amis qui sont là ce soir. Donc oui, ce que je vais évoquer, c'est un thème qui est en ce moment assez d'actualité, hein, c'est le thème du féminin sacré. La particularité, si vous voulez bien, ce soir, c'est que je vais le faire au travers de mes résultats d'expérience, de témoignages. C'est-à-dire que je vais évoquer des choses qui sont au final des constantes repérées pendant plus de 20 ans. Et qui dit constante, c'est la base de la philosophie, dit loi, loi de l'univers, donc quelque part des vérités absolues. Ce qui veut dire que dans mes propos, j'essaierai qu'il y ait le moins possible de points de vue. Ça sera tout le temps ces lois qui apparaîtront, hein, par la pratique de ce qui a été observé. Alors évidemment, quand on aborde la philosophie de cette façon et qu'on évoque des vérités absolues, quand tout un chacun, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, forcément ça dérange. Voilà pourquoi déjà dans le titre, j'ai parlé du féminin massacré pour aller vers le féminin sacré, parce que Elisabeth Kubler-Ross, qui était une grande spécialiste des moments de transition et de passage dans la vie, nous parlait qu'il y avait deux phases, les deux premières phases qui étaient importantes à intégrer, où l'être il est dans le déni, où il est dans la colère. Et là, il n'est pas forcément à l'écoute d'une conférence comme je le fais là ce soir. Quand il commence à être dans le marchandage et la dépression et qu'il y a des problèmes rencontrés, à ce moment-là, ce type de conférence est plus approprié. Donc, j'ai fait exprès, bien sûr, de présenter le titre de cette façon-là parce que la situation, en tout cas la situation que j'observe depuis plus de 20 ans, est assez catastrophique. Donc, forcément, ça risque de déranger. Je vais reprendre pour introduction le Logion 2 de l'Évangile de Thomas, qui dit la chose suivante, que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Donc, c'est-à-dire que véritablement, il y a cette quête de quelque chose qui n'est pas là, et quand ça apparaît, forcément, il y a un décalage, il y a un trouble. Donc, ce soir, vous pouvez, il y a un risque, hein, évidemment, que vous soyez troublé par rapport à ce que je vais évoquer, qui sont ces fameuses constantes opérées depuis toutes ces années. Et donc, ce propos continue, et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble, ayant été troublé, il s'émerveillera, il régnera sur le tout. C'est-à-dire que ça suggère après d'autres pratiques, d'autres mises en place qui changent complètement l'univers qui pouvait être un univers de massacre, par exemple au féminin, pour aller vers un univers qui soit sacré. Donc déjà, prenez uniquement ce qui résonne dans ce que je vais évoquer ce soir, dans ces témoignages. Je ne suis pas venu pour prouver quoi que ce soit, hein, c'est surtout un témoignage. Voilà, ça c'était l'introduction, ça me paraissait important, hein, Rémi, que je fasse ça parce que ça m'a été évidemment demandé maintes fois, hein, sur ces sujets qui sont de philosophie initiatique, hein. Je rappelle que la philosophie d'il y a 25 siècles était initiatique, elle ne l'est plus depuis 25 siècles. Et donc, on va débuter la conférence maintenant. Donc, c'est basé sur plus de 20 années d'expérience et plus de 2500 cas. Donc, ça commence à être statistique, hein, ce que je vais évoquer. Alors, Et je vois. effectivement, je te confirme, Patrick, que plusieurs personnes ont réagi à la formulation de la conférence et la conférence et en particulier le titre qui a été par plusieurs personnes trouvé comme étant très agressif et très violent. Oui, alors il est sans commune mesure avec la réalité observée depuis plus de 20 ans, mais je voulais en tout cas éviter que les gens qui sont dans le déni et la colère, enfin je veux dire, ils n'apporteraient pas beaucoup à cette conférence de ce soir. C'est un peu comme pour le Covid, quand vous cherchez à prouver à quelqu'un qui est dans le déni complet, il n'y a aucune chance que ça passe, hein. Donc c'est un filtre volontaire, hein, c'est un choix. Alors il y a 5 temps du féminin sacré que l'on va aborder: de la préconception à la naissance, du nourrisson à la petite enfance, de l'enfance à l'adolescence, la partie l'âge adulte et puis la femme mature. Alors que vous allez voir que ce qu'on va évoquer ne concerne pas que les femmes, hein, ça concerne aussi les hommes dans l'histoire, mais je vais détailler. Donc, dans
5 temps du féminin sacré, j'ai remarqué qu'il y avait 25 massacres au féminin, 5 ou 5 âges de la vie. On va aborder le premier temps de la préconception à la naissance, en focalisant beaucoup sur la partie autour de l'accouchement, parce que sur l'accouchement, il y a beaucoup à dire. Alors, il y a tellement à dire que très souvent, je fais des conférences rien que sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, forcément, je vais survoler. Mais pour commencer et survoler ce sujet, je vais donner quelques sources. Quelques sources qui viennent de Max Ploquin, qui était un des 3 grands pionniers avec Michel Audin et puis Frédéric Leboyer sur les méthodes d'accouchement sans douleur. C'est un gynécologue obstétricien de la Polyclinique Montaigne de Châteauroux. Ces chiffres que vous allez voir viennent sur la base de 38 000 accouchements, dont 6 000 à la maison. Alors, il constate que les femmes de Châteauroux et alentours, hein, évidemment, il n'a pas rencontré d'hémorragie de la délivrance. C'est quand même impressionnant. Les péridurales équivalentes, c'est 3% dans sa carrière. Les césariennes, 3%. Les déchirures du périnée plus épisiotomie, ça fait 10%, quoi, en gros. Aucun accouchement par confort. Hein. Confort, ça veut dire que par le confort du médecin qui dit que voilà, il aimerait plutôt que ça soit aujourd'hui plutôt qu'un autre jour, etc. Et on va voir qu'il y a des raisons aux accouchements par confort. Et puis l'allaitement maternel, c'était un taux de 90%. Donc ça, c'est la statistique, les résultats de Max Ploquin, qui m'a formé d'ailleurs, hein, donc en matière de préparation à l'accouchement. Les femmes de France en face, vous voyez le chiffre, c'est sans commune mesure. Le taux de péridurale, il est aujourd'hui de 86%. La péridurale, on sait aujourd'hui que c'est un mode d'accouchement qui est anti-naturel, hein, donc il va inhiber et bloquer, par exemple, la phase où la femme passe dans sa phase limbique et reptilienne, quand le col s'est ouvert et puis que derrière, il y a la progression qui se fait pour la sortie du bébé. Donc cette phase-là est complètement inhibée, et la femme est ramenée dans son mode du cortex, hein, dans son cortex, alors qu'elle doit descendre. La nature a prévu qu'elle descende dans son mode reptilien. Les césariennes, c'est 20,4% en France en tout cas. L'épisiotomie, c'est en moyenne 20%, 34,9% pour des premiers-nés, hein, des primipares. Voilà. Et l'accouchement par confort, 25%, donc c'est un quart. Et l'allaitement maternel redescend à 62%. Donc évidemment, vous comprenez bien qu'il y a une question fondamentale, c'est comment expliquer que les femmes de Châteauroux soient si différentes des autres, voyez, et qu'il y a un écart aussi important que ça sur une carrière entière, hein, d'un gynécologue obstétricien. Ce n'est pas seulement ici sur quelques cas, hein, c'est vraiment toute sa carrière qui est représentée là. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas qui ne va pas parce qu'on va le voir, la médecine s'est emparée du domaine de la naissance avec des techniques obstétricales et chirurgicales, alors que la naissance n'a pas de rapport avec ça. Elle a plus rapport avec un mécanisme involontaire, un peu comme, si vous voulez, comme mécanisme involontaire, quand vous vomissez, c'est un mécanisme involontaire. La nature a prévu pour que les femmes puissent accoucher naturellement et normalement, sans avoir besoin de passer par l'univers médical. Du coup, le processus d'accouchement médicalisé, après avoir fait beaucoup de travail là-dessus, je vous donne là une synthèse rapide, il est 86% moins sûr, hein, puisque les péridurales ne font pas partie et péridurales avec césarienne, hein, donc ne font pas partie des accouchements conformes aux lois de la nature. Hein, la sûreté, c'est ça. Pour ne pas confondre avec la sécurité. Elles sont 60% moins sécuritaires. Ça, c'est vraiment important. Il y a eu un glissement d'autant plus fort qu'on est rentré dans la période du Covid vers des dérives en matière de sécurité. Et c'est 8,6 fois plus coûteux qu'un accouchement à domicile, naturel, choisi et préparé. Donc, c'est vraiment étonnant. Quand on regarde ça, même sous l'angle, on pourrait dire, d'une mutuelle ou d'un organisme qui est là
pour assurer l'aspect financier, on peut voir que si on revenait à des processus naturels, le calcul, je l'ai fait, on peut gagner jusqu'à 860 millions d'euros en France en revenant à des processus parce que la césarienne et les accouchements avec péridurale, ça coûte très cher. Hein. Césarienne, c'est presque 19 fois plus cher qu'un accouchement naturel. Donc, si on fait ça, évidemment, on peut sortir d'un contexte où l'accouchement en France est complètement stigmatisé depuis le 1er octobre 2013. Stigmatisé parce qu'en fait, depuis le 1er octobre 2013, les sages-femmes ne peuvent pas pratiquer l'accouchement naturel à domicile si elles n'ont pas une assurance responsabilité civile, qui est à peu près équivalent à leur salaire annuel. Donc, vous voyez, on est dans une équation qui fait que les sages-femmes ne peuvent plus aller sur le terrain de l'accouchement naturel à domicile, accompagner, préparer, et ainsi de suite, parce qu'elles ne sont plus financées, alors que ce processus serait totalement inversé si on tenait compte du retour à un processus naturel. Il y a largement de quoi financer les assurances responsabilité civile de nos sages-femmes libérales, hein, celles qui ont envie de faire de l'accouchement à domicile. Donc c'est un petit zoom parce que le sujet est très très vaste. Je suis voilà, bien documenté sur le sujet depuis toutes ces années et je vais surtout maintenant axer mon point de vue sur ce qu'on peut observer chez un être humain, c'est qu'en fait, on a oublié de nous dire qu'on est tous doués d'intériorité. On a toujours regardé l'histoire en regardant à l'extérieur de nous, et on a oublié de nous dire qu'on était conçu comme finalement un tube creux, hein, et que on peut passer par l'intérieur pour accéder à un certain nombre de choses qu'on va voir dans cette présentation. C'est-à-dire que l'être humain ne nous a pas été décrit tel qu'il a été conçu. On ne nous a pas donné le mode d'emploi, si vous voulez, de la version avant celle que nos psychopathes veulent mettre en place, la 2.0, là, donc cette version d'avant. On ne nous a pas donné son mode de fonctionnement. Et l'intériorité, passer par l'intériorité, c'est aller sur une voie que les philosophes connaissent bien, qui est la voie de l'ésotérisme. Alors, les voies ésotériques ont toujours fait peur. Elles ont toujours fait peur. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, peu de personnes avaient la clarté de dire que la plupart des voies ésotériques, hein, des voies qui vont vers les mondes intérieurs, sont des voies cul-de-sac et qu'il convient de développer une voie ésotérique qui est celle qu'on a appelée la voie de l'agnose et pas d'égnose, hein, justement, qui mérite le nom de spiritualité, qui est une voie d'intériorité qui conduit vers la spiritualité, vers quelque chose de sacré. Donc, comme on va vers le sacré ce soir, nous, on va vraiment aborder les choses par cette intériorité. Donc, par le voyage intérieur, en fait, une maman bien guidée peut acquérir la capacité d'observer le beau miracle de la vie, donc en gestation, depuis la préconception jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est quelque chose qui est important à signaler, c'est-à-dire que en amenant une maman à aller visualiser intérieurement le lien avec son enfant, elle a la capacité de pouvoir accéder à cette conception, cette gestation qui se fait en fait. Hein. Alors ensuite, par le voyage intérieur, elle peut influer sur le vécu de l'enfant avant qu'il naisse. C'est un autre point de vue important que je voulais évoquer ce soir. On peut, au travers de la relation maman-enfant, l'aider à traiter le karma passé de l'enfant, tout ce qu'il a fait dans la vie d'avant. C'est assez étonnant de voir qu'une maman, quand elle est allongée, en état de relaxation, elle se connecte avec son enfant et elle a la possibilité de lui demander qu'est-ce qu'il a fait avant, quel est son futur programme de vie, qu'est-ce qu'il est venu faire. Donc ça, c'est un point très étonnant et convergent dans la pratique qui est la nôtre. Ça, évidemment, ce n'est pas enseigné, vous vous doutez bien, tout comme celui de l'embryologie, d'aller voir à l'intérieur comment l'enfant se développe. En embryologie, ce n'est pas évoqué, évidemment, dans le domaine de la médecine.
Par le voyage intérieur, la maman peut s'entraîner à la communication intérieure avec son enfant. Ça, c'est absolument génial parce que du coup, c'est comme si elle était en ligne au téléphone, en fait, hein, avec l'enfant pendant toute la gestation. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire de toute la phase depuis le début de la gestation jusqu'à la naissance. Et évidemment, cette connexion intérieure demeure même après, hein, au niveau après la naissance de l'enfant. Et donc, la maman peut se préparer finalement à l'accouchement naturel accompagné à domicile tout en prévoyant les portes de sortie médicales, parce qu'il convient de les employer, quand il y a ce qu'on appelle des dystocies inévitables. Donc, Alors, les dystocies, tu peux expliquer, oui. Dystocie, oui, c'est un fonctionnement normal. Un fonctionnement normal est appelé un fonctionnement eutocyte, une naissance naturelle et normale. Quand il y a un dysfonctionnement, on appelle ça une dystocie. Et ces dystocies, on peut en faire l'inventaire, hein, bien sûr. Et on a un moyen très clair de régler une bonne partie des dystocies avant la naissance. Et donc, tout le travail qui est fait en amont, en préparation, est très important. Donc moi, par exemple, quand j'ai aidé dans le premier accouchement à domicile, c'était donc en 2008. Eh bien, c'était pour une personne qui avait eu précédemment une césarienne, peu de temps avant. Donc, en général, bon, la gamme, c'est de faire à nouveau une césarienne. Et en fait, les parents se sont bien préparés et ça s'est passé. Donc, c'était un accouchement, un AVAC, on appelle ça un AVAC, un accouchement par voie basse après césarienne qui s'est passé à domicile. Mais tout a été déjà bien préparé et les aiguillages étaient prévus aussi pour que, en cas de, par exemple, défléchissement de la tête à la sortie, eh bien là, on a tout le temps nécessaire pour aller, et l'inscription avait été faite avant, à l'hôpital, s'il y a un problème ou quoi. Mais comme la nature est bien faite, si tous les problèmes ont été réglés avant, eh bien ça se déroule vraiment de manière très fluide et c'est surtout magnifique et très beau à accompagner parce qu'en fait, contrairement au milieu médical où il y a un interventionnisme assez fort finalement des sages-femmes ou des obstétriciens, là, les accompagnants, hein, qu'ils soient sages-femmes ou que ce soit nous, on est vraiment du coup très en retrait pour laisser se dérouler quelque chose et être là uniquement quand il y a besoin pour aider à cette naissance, à cet accouchement à domicile. Euh, donc ça, c'est vraiment merveilleux. Ces accouchements-là, bon, je prends par exemple le dernier en date, évidemment, qui est celui de la naissance de ma fille, qui est née il y a quelques mois. Et là aussi, ça s'est déroulé à la maison. Il y avait les sages-femmes qui accompagnaient. C'est vraiment tout le confort. Et c'est là qu'on peut se rendre compte, hein, donc, qu'un accouchement, ça ne se passe pas forcément dans la douleur. On vous a appris, mesdames, que l'accouchement, c'était égal à douleur, mais tout ça, ça se traite bien en amont et ça peut même être dans la réjouissance et dans un aspect même orgasmique, hein, l'accouchement et la naissance. Tout ça, ça se travaille avant. On a des outils, nous, en tant que philosophes, passeurs d'âme, pour pouvoir faire ça. Ces outils sont évidemment pas connus du monde médical. Et ça rend vraiment toute la puissance à la nature, à la femme qui accouche, la femme reprend son pouvoir finalement, un pouvoir initiatique sur la naissance. Donc ça me paraissait déjà important de signaler et c'est vraiment une des initiations les plus fortes qu'une femme puisse vivre, un accouchement naturel quand il est bien préparé comme ça. Bon, pour donner l'exemple justement de, de mon épouse, eh bien, elle, c'était son premier, c'est un primipare. Donc, il faut savoir qu'en France, officiellement, des accouchements à domicile, accompagnés pour des primipares, c'est pour l'instant, statistiquement, je vous donne le chiffre, seulement une femme pour 3 départements par mois. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Hein, il n'en reste plus beaucoup. Presque tout maintenant est passé dans le mode hospitalier.
Là, je vois, par exemple, pour mon épouse, elle est plutôt d'un profil un peu écorché vive, donc à la limite, on aurait pu se dire: «Ça va être difficile», non, bah, en fait, ça a été vraiment magique, hein, magique, surtout pour elle et puis pour l'enfant, bien sûr, à la naissance. Donc au bilan, la naissance, finalement, a toujours appartenu à la vie, à la poésie et aux 2 futurs parents. C'est ce que disait Max Ploquin. Tout doit être fait finalement pour guider et accompagner avec amour. L'énergie principale d'un accouchement, c'est l'amour. C'est la génération des ocytocines qui se font au niveau de la tête et dont on a des moyens pour aider à ce que ça se fasse plus facilement, évidemment, pour rendre autonome dans ce processus naturel et involontaire, hein. J'ai dit c'est un processus involontaire qu'est la naissance. Tout comme je parlais tout à l'heure que le vomissement était aussi un processus involontaire, tout est prévu pour que les femmes puissent accoucher, il n'y a pas de souci avec ça, pour peu qu'on s'y prenne à l'avance et qu'on traite en amont tous les dysfonctionnements et toutes les problématiques. Alors ces compétences, puisque là je peux vraiment parler de compétences, ça c'est sûr, on ne les rencontre pas dans la médecine, pas dans la paramédecine, pas dans l'obstétrique gynécologique, ni même elles ne font pas partie du contenu des cours des sages-femmes. C'est important puisque quand moi je me retrouve après à former des sages-femmes et des gynécologues, je vois bien que ce n'est pas du tout dans leurs cours tout ce qu'on leur fait découvrir, hein. C'est vraiment un point capital. C'est pas connu, hein, évidemment, ce que j'évoque ce soir. Et c'est pour ça aussi que bah, je suis là pour évoquer comment une naissance peut être sacrée et que les femmes la demandent, hein. En France, des femmes qui ont envie d'accoucher naturellement à domicile est importante, hein. C'est entre 9 et 20%. L'offre, elle est de zéro. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi déjà, je parlais d'un massacre, parce que quand on regarde à la loupe ce qui est fait dans le domaine hospitalier, point par point, ce sont une série de massacres. Je ne rentre pas dans le détail ce soir, parce que vous, mesdames qui êtes passées par là, vous savez de quoi je parle. Et évidemment, je ne suis pas là pour vous culpabiliser parce que vous avez été obligé de passer par là, mais simplement présenter des voies qui peuvent être possibles pour celles qui en ont encore l'opportunité dans l'avenir. Alors donc après avoir fait cette partie de la préconception à la naissance, je vais aborder la phase du nourrisson à l'enfance. Et dans la phase du nourrisson à l'enfance, un des zooms plus importants, c'est celui de la vaccination. Donc vous le savez peut-être, ça fait plus de 29 ans que je suis sur ce sujet-là, que je fais des conférences déjà sur ce sujet-là, donc ça ne va pas être l'objet ce soir de revenir sur l'entièreté de ce dossier. Néanmoins, compte tenu des inconvénients et des risques par rapport aux avantages, c'est-à-dire quand on les compare, hein, c'est du 90 pour 0, donc c'est tellement aberrant, hein, quelque part. On peut valider que toute vaccination, je ne parle pas de celle relative au Covid, puisque là, on n'a pas un vaccin, hein, mais que toute vaccination est inutile, inefficace, dangereuse et toxique. Donc, tout simplement, quand on est, nous, philosophes, hein, on est uniquement en train de se consacrer aux lois de ce qui fait loi de l'univers, pour nous, ça devrait être interdit. Ce n'est pas un point de vue, je ne suis pas avec un point de vue pour les vax ou anti-vax, etc. Il n'y a même pas d'histoire de point de vue. Quand j'en discute avec des experts de l'OMS, ce qui a été mon cas, évidemment, ils ne peuvent pas contrer tous les éléments qui sont dans ce dossier. Il y a un tel décalage, 90 pour 0, c'est pas 40, 45, 45, vous voyez. Donc, c'est en même temps, on le sait aujourd'hui, la plus grande escroquerie scientifique mondiale créée depuis 2 siècles. La plus grande escroquerie économique et industrielle de la planète. On en a de beaux exemples en ce moment avec cette injection de thérapie génique qui est une arme biologique par rapport au Covid. Et donc, notre base à nous, c'est plutôt, en tant que philosophe, de prôner l'immunité naturelle avec des couples qui sont conscients, qui vont privilégier le maintien et le renforcement de l'immunité naturelle de leur enfant. Alors pour ça, il faut renforcer le microbiote de la maman avant la naissance, quand on peut, quand on a accès à la maman avant la naissance, on peut le faire. Donc nous, on sait comment agir là-dessus. Le mode de naissance, tant qu'à faire, autant qu'il soit psychophysiologique, c'est-à-dire c'est pas seulement physiologique, mais
c'est en y rajoutant toute la dimension que nous, passeurs d'âme, on y a rajouté. L'allaitement, que l'allaitement naturel soit favorisé, et c'est une vraie initiation pour les femmes que d'être là finalement auprès de leur enfant avec un allaitement naturel plutôt que préférer des modes d'allaitement avec des farines ou avec d'autres dérivés. Et ensuite, une alimentation saine du nourrisson. Donc tout ça, ça va renforcer l'immunité de l'enfant, déjà au moins jusqu'aux 6 premiers mois, hein, puisque l'immunité déjà aura déjà fait un grand saut jusqu'à 6 mois. Et puis, quand la diversification commence à s'installer de 6 mois, 9 mois et au-delà, à ce moment-là, l'alimentation saine du nourrisson va compter, de telle sorte que, comme ça, l'enfant, il ne tombe pas malade. Donc, nous sommes du coup pour privilégier cette immunité naturelle. Ensuite, autre élément qui est important, que vous ne connaissez probablement pas, là encore, c'est que l'être humain est un être humain qui fait 3 pubertés. Voilà, on est le seul qui fait 3 pubertés sur cette planète. On en fait une, la première des 3, entre 1 semaine et 1 mois de vie. Et en faisant ça, on va activer des glandes endocrines sexuelles toutes les glandes endocrines se font en vie fœtale, hein, sauf les glandes endocrines sexuelles qui s'activent à 7 jours de vie. Ce sont les travaux de Gauthier et du Chazot, hein, 2 neuroendocrinologues français. Et ça va avoir des effets, des conséquences en matière d'apprentissage du respect, parce qu'on va, dans ces cas-là, faire ce qu'on appelle la grande roue chinoise. En médecine chinoise, c'est une roue qui descend en face avant du corps, ici, et qui va remonter dans le dos, et qui s'apprend dans une respiration. Et donc, du coup, ça va être important quand l'enfant tout petit il se réjouit, parce qu'à 7 jours de vie, par exemple, le garçon, il a le sexe en érection, il n'a pas une idée derrière la tête. La petite fille aussi, elle se réjouit, elle a parfois ses premières lunes, et elle n'a pas une idée derrière la tête non plus. C'est important de pouvoir former les parents à l'apprentissage du respect, pour pas qu'il y ait débordement, évidemment, sur des tiers extérieurs. Et puis, évidemment, pour que cette mise en route des glandes endocrines sexuelles, par exemple, chez les garçons, c'est la testostérone. La testostérone, elle est maximum dans la vie d'un être humain à l'âge de 4 ans. 4 ans, ce n'est pas 20 ans. Donc, à 4 ans, l'enfant, il est au maxi d'une énergie, de cette grande roue d'énergie chinoise, et on a besoin de l'aider à mettre en route ce circuit de sexualité sacrée, qui est le circuit qui relie notre vaisseau gouverneur en médecine chinoise, pour ne pas partir après sur le deuxième circuit qui se mettra en route à la deuxième puberté qui est connue, celle-là, vers 12-14 ans par exemple, et qui met en route le deuxième circuit de sexualité, qui est le circuit de sexualité de reproduction, celui-là, et qui court en face avant et qui se termine ici sur la lèvre inférieure. Et donc ça, même les anciens connaissaient ça. Juste, Patrick, ces 3 pubertés, là, tu en as évoqué 2. Et la troisième, elle est 1 an après. La troisième, elle est 1 an après, c'est-à-dire que si c'est 12 ans, c'est 13 ans, si c'est 14 ans, c'est 15 ans. C'est pour ne pas sombrer du côté de l'animalité qu'on fait ce 3e circuit, sauf que notre espèce, elle a raté, hein, l'histoire le montre, cette 3e puberté, parce qu'elle ne fait plus les rituels aux jeunes adolescents, adolescentes, à part moi ou les élèves, hein, ceux qui sont dans cette philosophie pythagoricienne. Et les anciens connaissaient ça, parce que si je prends le Logion 4, hein, justement, tu as remarqué les bonnes de l'évangile de Thomas, toujours, hein, le premier de tous les évangiles, écrit entre 19 et 36 après Jésus-Christ, et je rappelle pour ceux qui souhaiteraient se pencher là-dessus, que j'ai fait un ouvrage, La Bonne Nouvelle, là, qui le commente, hein, cet évangile. Et le Logion 4 dit, Jésus disait, le vieillard n'hésitera pas à interroger l'enfant de 7 jours à propos du lieu de la vie, et il vivra. Voilà. Et donc, ça veut dire que ce vieillard, qui est censé être celui doué de sagesse, finalement, dans l'histoire, eh bien, il va interroger l'enfant de 7 jours, parce que la clé, elle est chez l'enfant de 7 jours. Donc, même les anciens savaient ça. Et cette puberté qui a lieu entre 1 semaine et 1 mois, c'est connu du monde médical ou Alors, c'est connu de la neuroendocrinologie. C'est les travaux de Gauthier et du Chazot, c'est 2 Français. C'est enseigné dans les écoles de naturopathie, bien sûr, en France.
Mais alors, c'est complètement occulté, comme d'habitude, dans le milieu de la médecine. D'accord. Et donc, c'est ce que j'ai dit ici, ce soir, je vais troubler. Et je ne fais que commencer. J'ai troublé sur la naissance en disant qu'on se trompe en amenant la naissance sur le terrain médical alors qu'elle n'a rien à faire avec le terrain médical. Je dis la même chose par rapport à l'immunité naturelle. On n'a rien à faire d'un système vaccinal, c'est une escroquerie. Je dis la même chose ici sur ces pubertés où finalement, il est bon de connaître qu'elles existent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à 4 ans, quand l'enfant est au maxi de ses glandes endocrines sexuelles, eh bien, comme par hasard, les pervers tombent sur les enfants de 4 ans. C'est un classique, ça. Et donc, moi qui me retrouve après à aider, je parle là en centaines de personnes qui ont été abîmées à ces âges-là, par des incestes, par des viols, par des... Hein, on va en reparler de ça. Et bien évidemment, si on met en place les choses bien comme il faut dès le départ, en apprenant le circuit du respect, c'est-à-dire de cette grande roue chinoise, à un enfant en bas âge, hein, quand il apprend juste à marcher, c'est gagné. Hein, c'est gagné. Voilà. Donc, ça va de pair, ce point-là, avec ce que je présente là ici, et avec la suite, c'est-à-dire que cet apprentissage de la respiration ancré parce que ça demande d'avoir un méridien de la vessie qui est bien dégagé à l'arrière des jambes, et centré, parce que ça demande, on va le voir, de passer par des relais et des étapes bien précises, permet la connexion entre un créateur et sa créature. Donc la créature, le petit enfant par exemple, et moi j'amène des enfants de 7 ans à être en reliance avec leur créateur, avec leur part d'éternité. Et ça se fait dans une respiration toute simple, une respiration qui est praticable dans toute posture du corps. Bon, pour moi, ça devrait être un impératif incontournable à enseigner au petit enfant qui sait marcher, d'entrée de jeu. Ça lui éviterait de prendre beaucoup de charges des autres. Et c'est très, très important à enseigner aux parents et après aux enfants, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est... Euh, et quand l'enfant n'est pas là-dedans, évidemment, à ce moment-là, il devient perméable aux énergies des autres, et ça y est, après, ça y est, il est abîmé, et les massacres arrivent. Donc ça, c'était du nourrisson à l'enfance, où j'ai fait un zoom plus particulier, évidemment, sur la vaccination et sur ses pubertés. De l'enfance à l'adolescence, là, je dirais que je vais parler en premier de la liberté de pensée, de parole et d'action, parce qu'en fait, on est dans une société du contrôle. Bon, je vous apprends rien, je crois. Hein. Contrôle des pensées, contrôle des paroles et contrôle des actions. Et ça, c'est régi par 4 leviers que j'ai inventoriés depuis toutes ces années, depuis plus de 20 ans, hein, que j'accompagne. C'est des constantes. C'est régi par la peur des autres, les jugements des autres, les modèles du monde, des autres toujours, et les projections d'énergie des autres. Ça veut dire que si, d'entrée de jeu, on apprend aux jeunes femmes et aux jeunes hommes à sortir d'un système de contrôle qui est là, eh ben on apprend à finalement avoir des êtres autonomes, libres, qui ne sont pas contrôlés par une fausse autorité. Hein, je rappelle fausse autorité, puisque en latin, donc nous philosophes, on revient quand même à l'origine des mots, et ça me paraît important, autoritas, ça veut dire le souffle de l'auteur. Et obéir, ça veut dire être à l'écoute d'eux. Donc, être à l'écoute du souffle de l'auteur, ça devrait être la seule version de l'autorité. Voilà. Mais de quel auteur on parle? Certainement pas donc une autorité extérieure. Donc, le mot autorité ne s'applique pas à l'extérieur, de la même façon que le mot confiance ou le mot sécurité ne sont pas des mots qui peuvent se conjuguer avec l'extérieur. La sécurité ne s'obtient pas à l'extérieur, elle s'obtient intérieurement, toujours par le côté du tube creux. On vient y mettre dans ce tube creux notre double, on y reviendra, qui fait que quand il est là, au-dedans, la sensation de sécurité, elle est immédiate. Immédiate. Hein. Ça ne demande pas quelque chose de très, très, très long. Et puis pareil pour la confiance, quand ce fil nous relie jusqu'à notre part créateur qui nous guide de toute éternité, ben, la confiance est là de façon immédiate aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose, la confiance, que l'on peut poser sur un tiers extérieur. Vous voyez, ce sont des mots qu'on a, sur lesquels je vous trouble évidemment ce soir avec ces mots, mais ce sont des mots
que l'on aurait vraiment à cœur si on se les réappropriait dans la façon dont ils ont été conçus, hein, et non pas dans la façon dont ils ont été dévoyés. Comme on est dans une société du mensonge, je pense que ça, vous l'avez observé dehors, et bien du coup, ça nous demande à chaque fois de revenir, hein, de revenir sur ce qui est donné et de revenir à la base, finalement, à l'origine de ces concepts. Du coup, voilà pourquoi ce trouble dont je parlais tout à l'heure en introduction, il apparaît. Alors, on a aussi le modèle de la femme. Donc là, le modèle de la femme, je vais quand même revenir sur quelque chose de fort. C'est quand même pourquoi, c'est une question, hein, pourquoi les femmes acceptent-elles qu'on les formate comme ça, dans l'enfance et l'adolescence, avec un modèle de la femme aussi tordu, qui va utiliser force, harcèlement, disparité, différence et discrimination. Donc c'est vraiment important que, mesdames, vous entendiez que vous êtes le sexe fort. Sexe fort aux 3 échelles de la vie. Au niveau du chromosome, on sait que le chromosome féminin, c'est le chromosome fort. Au niveau des spermatozoïdes, on le sait aussi, quand ils arrivent dans le col de l'utérus, les spermatozoïdes féminins y tiennent jusqu'à 6 jours. Hein, dans le col, les masculins, à peine 1 jour. Donc, vous voyez le sexe fort, de quel côté il est. Et puis, au niveau de l'échelle de l'individu en tant que tel, évidemment, puisque l'homme a un complexe de supériorité par rapport aux femmes, c'est donc qu'ils sont bien globalement inférieurs dans cette puissance-là. Donc, mesdames, reprenez votre pouvoir, ça me paraît important pour ne pas finalement subir l'autorité des autres, hein, avec des fausses images de la femme comme celles qu'on peut voir sur ces images. Donc ça, c'est un point capital aussi. Et quand le travail est fait pour revenir à l'origine du respect, hein, quand les femmes n'ont pas été respectées, elles vont plonger intérieurement, chacune de ces femmes, sur tous ces modèles avec lesquels elles ont été formatées. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir après rendre à ceux qui leur ont posé ces modèles, des enseignements à ceux qui leur ont posé ces modèles, même si c'était il y a 20 ans ou 30 ans. Et une fois qu'elles font ça, elles sont délivrées et elles peuvent appliquer après ce qui vient de leur intériorité et non plus être dépendantes de quelque chose qui est extérieur. Ça, c'est la pratique, je redécrirai un petit peu tout à l'heure, commune, la pratique philosophique qui amène à faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous, mesdames, vous avez été formatées par un jugement, une peur, un modèle du monde ou une projection d'énergie, l'idée de base, ça sera de faire en sorte de pouvoir rendre à ceux qui vous ont posé ce formatage, de leur rendre l'enseignement qui était caché dessous. Mais pour ça, ça demande de faire une œuvre particulière que je décrirai tout à l'heure. Donc, il y a ce modèle de la femme dont tu as besoin de sortir. Et puis, je reviens sur cette deuxième puberté. Il y a besoin de réintroduire l'initiation de femmes à la deuxième puberté. Et il est bon d'initier les jeunes adolescentes à l'observation de leur lune. J'appelle ça plutôt lune hein, plutôt que menstruation, à la gestion des effets si divers et fluctuants qui apparaissent lors de leur cycle, pour montrer qu'elles peuvent tirer parti de ces lunaisons et profiter de leurs avantages, en particulier si en fait elles rentrent dans la compréhension du phénomène cyclique et du lien aux 5 éléments de la nature, dans ce phénomène cyclique, et du lien aussi aux organes qui viennent finalement perturber ce système hormonal différemment dans chacune des phases de cette gestion de leur cycle. Ça leur permet de pouvoir sortir de phénomènes d'humeur, hein, qu'on qualifie d'humeur féminine, au moment du cycle. Ça, c'est vraiment important. Il y a moyen d'en sortir et de sortir des désagréments, des inconvénients qu'elles peuvent avoir en la matière. Alors, je ne suis pas tout seul, évidemment, sur ce type de travail à faire ça. On peut évidemment revenir sur cette méthode de base qui existe, qui est la méthode suisse de symptothermie, de suivi finalement de l'évolution du cycle féminin et de sa fertilité.
par la mesure des paramètres où chaque femme peut mesurer sa température, l'état de sa glaire cervicale, son ressenti intime et d'autres observations, poursuivre toutes les variations d'humeur et découvrir les facettes, les riches facettes de chaque cycle. On a tellement vendu un système comme quoi tout ça c'était sale, tout ça, ça devait être occulté. En tout cas, dans les générations de nos mères, c'était déjà ça. Bon, maintenant, ça change un petit peu, mais il n'y a toujours pas eu cette initiation, à part évidemment les conseillères en symptothermie, comme mon épouse d'ailleurs, qui est conseillère en symptothermie, hein, Marion, et cette fondation suisse, qui est la fondation Symptotherme, et qui permet donc de suivre ce cycle comme ça et de revenir sur des choses plus naturelles, de sortir des effets pervers qu'on va évoquer après. La troisième puberté, eh bien, je vous ai dit, elle se fait 1 an après. Hein, donc, elle vise à remettre en route les glandes endocrines sexuelles. L'idée, c'est de réintroduire ces initiations à la troisième puberté. Alors, pour revenir sur ces initiations, je vais prendre l'exemple d'une jeune femme, d'une jeune adolescente qui est venue me voir parce qu'à l'école, elle était tout le temps embêtée par les copains, par les garçons qui venaient l'embêter. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Tout simplement, par l'intériorité, la mener en relation avec sa petite fille intérieure véritable, parce qu'on a tous, en étant doués d'intériorité, un petit enfant intérieur. Donc nous, les hommes, c'est un petit garçon intérieur. Pour les femmes, c'est donc une petite fille intérieure. Et ensuite, après, il a fallu tirer ce fil que vous voyez donc, sur l'image qui est à côté, là, ici, tirer ce fil de la verticale pour la mener en direction de son opposé intérieur, c'est-à-dire son homme intérieur. Et quand elle a rencontré cet homme intérieur et qu'elle l'a, dans ce tube creux dont je parlais, qu'elle l'a amené à ce qu'il habite l'ensemble de son corps, hein, jusqu'en bas, jusque dans son bassin, elle est sortie de la séance, elle était connectée spirituellement, libérée, et toujours est-il, c'est qu'à la sortie, elle n'a plus eu les copains qui venaient l'embêter et ainsi de suite. Elle m'a dit, c'était comme un miracle presque, de voir que ça s'était éclairci le paysage autour d'elle sans qu'elle fasse rien de particulier, hein, autre que ce travail intérieur, si vous voulez. Et il en va de même quand il y a des femmes qui sont des femmes battues dans des situations de couple difficiles, quand elles règlent pour leurs problèmes en interne, elles quittent ces situations-là, elles ne les voient plus apparaître. Tu avais une question, Rémi? Oui, est-ce que tu peux expliquer un peu plus peut-être le pourquoi de ce changement? Parce que finalement, est-ce que c'est quelque chose d'énergétique, de reptilien, d'animal? En fait, ça se fait, ça se produit, mais comment ça fonctionne et sur quoi ça joue? Alors, ça joue sur le fait que l'on a un double qui est un double protecteur et que ce double, c'est-à-dire donc automatiquement, hein, là je vais encore une fois choquer dans une société qui est partie vers d'autres mœurs, bien sûr, c'est qu'en étant un homme ici, j'ai forcément une femme intérieure. C'est d'ailleurs cette femme intérieure qui agit en séance. Et cette femme intérieure, le but du jeu, c'est pas qu'elle soit au-dessus de moi, très très loin et très très haut, mais qu'elle habite l'intérieur de mon corps, mais un corps qui soit débarrassé, dépouillé de toutes ses charges. Et du coup, ça devient une protectrice, ça devient une gardienne, ça devient ma gardienne. Et elle me protège vis-à-vis de l'environnement extérieur. Donc cette protection énergétique, puisque tu fais allusion à cet aspect énergétique, cette protection énergétique, elle n'a pas à être loin de l'être, elle a à l'être dans son corps et dans son bassin. Et tout le but du jeu, c'est de faire le travail pour amener cette énergie à descendre, hein, comme, si vous voulez, un doigt chausse-un-gant, hein, si vous voulez, de la même façon. Hein. Vraiment rentrer à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, la sensation de sécurité, celle dont je parlais tout à l'heure, elle est immédiate. Donc, quand cette sécurité est immédiate, le gardien du temple, pour vous, mesdames, il est installé en bas, et alors là, c'est tranquille vis-à-vis des hommes à l'extérieur. Hein. Tranquille. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de quelque chose de spécifique à faire, si ce n'est voilà, amener, évidemment, à vider ce vase qui, parfois, le vase du bassin est plein, hein, bien sûr, et ensuite, y amener cette énergie dedans. Et ouais, c'est très intéressant parce que
on a la sensation que beaucoup de personnes, et peut-être de plus en plus, vont rechercher effectivement leur sécurité à l'extérieur par l'argent, les biens matériels, la situation, effectivement, et que quand tu sembles dire que c'est une compensation de ce manque intérieur, alors qu'on peut retrouver sans C'est doute que ça. la satiété à partir du moment où effectivement on a rencontré son double féminin pour les hommes et masculin pour les femmes. C'est ça. Et évidemment, quand je vais sur ce propos-là, je dis que c'est le sexe qui vous était donné à la naissance qui signe cette complémentarité. Sous-entendu, très directement, ça ne sert à rien d'en changer durant la vie, puisque ça devient à la mode maintenant, de passer d'un sexe à un autre. Mais ça ne changera rien sur l'intériorité. Mais est-ce que justement cette quête du changement de sexe, c'est pas à la recherche de ce double opposite qu'ils vont. Est-ce que c'est pas ça qu'ils vont chercher finalement? Il y a peut-être une part d'inconscient là-dedans. En tout cas, c'est devenu tellement déviant que depuis longtemps, ces personnes-là ont perdu le nord. Ok. Et donc, le propos, c'est d'amener à retrouver cette intériorité, que la pratique après de deux êtres soit une pratique homosexuelle ou pas d'ailleurs, hein, dans l'intimité. Ok. Mais ça, on y reviendra. Donc ça, c'est vraiment un point important. Là, encore une fois, je vous ai dit que je peux troubler et je peux choquer en disant ça, mais ce sont des constantes. J'ai aucun exemple, hein, je parle en milliers de cas, donc c'est tranquille, aucun exemple différent de celui-là. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, c'est une femme intérieure qui vient dedans. Si c'est une femme, c'est un homme intérieur qui va prendre place dans le bassin. Ce qui fait que nous, hommes, quand nous sommes habités par ce féminin intérieur, nous sommes finalement à même de pouvoir aider beaucoup de femmes à se libérer. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un barbu qui vient vous parler du féminin, mesdames. Et ce n'est pas forcément une femme. Bon, les femmes seraient capables de le faire, c'est pas ça. Mais en tout cas, en tant qu'initiateur, les femmes victimes, pour moi, qui viennent me voir, victimes de viol et d'inceste en particulier, qui en général n'ont jamais pu être massées par un homme, hein, et jamais touchées au niveau de leurs pieds, hein, qui sont les uns des plus sensibles par rapport à ça, ça se passe, le constat, ça se passe comme une lettre à la poste. Hein, il n'y a pas de difficulté. Elles me disent, mais on capte que ce n'est pas un homme qui masse. C'est ma femme intérieure. D'accord. Donc ça, c'est important, ça. Ok. On est vraiment sur quelque chose de fort. Donc, je reviens sur ces trois pubertés. Et donc, il y a des initiations sacrées pour aider les femmes à la reconnexion avec leur petite fille intérieure, leur homme intérieur, leur âme et leur créateur, qui sont de première importance. Je viens de les évoquer. Alors maintenant, on va aborder l'âge adulte. Et quand on aborde l'âge adulte, forcément, il va falloir parler de la contraception. Alors là, je vais encore une fois déranger, puisque je vais évoquer que le rapport de l'INED de 1982, qui s'appelle « La seconde révolution contraceptive » de Léridon et collègues, là, à la page 41, dit que le nombre d'enfants par femme n'a pas significativement diminué après l'autorisation de la contraception orale par rapport à ce qui était avant. Bon, donc ça paraît bizarre. On se dit, tiens, on donne la pilule à ces dames, et normalement, le taux des naissances devrait changer. Hein. Il devrait y avoir une variation. Rien du tout. Rien du tout. La contraception, alors je vais vous le dire maintenant de façon convergente et pas seulement avec ce rapport de l'INED, elle est inutile. Inutile. Et je vais vous l'aborder sous 6 angles différents. Le premier, je viens de le faire. Le deuxième, si je prends en 2016, il y a eu en France 211 900 IVG. Voilà, 211 900 IVG, hein, c'est d'ailleurs à peu près un volume de un quart des naissances, hein, puisqu'on est dans les 800 000 naissances par an en France. Et 2 tiers étaient sous contraceptif. 2 tiers sous contraceptif. Donc on se dit, il y a un petit problème là. À quoi sert la contraception? Et puis, si je prends le rapport de la Haute Autorité de Santé d'avril 2013 qui fait l'état des lieux des pratiques contraceptives, il est évoqué que 22% des grossesses non prévues surviennent sous contraception. Ça pose un problème, c'est le même. Ça pose le même problème. Alors que si on fait la synthèse, de toutes les
de toutes les méthodes contraceptives dans ce rapport, parce qu'il les contient de manière chiffrée et qu'il donne la valeur de l'indice de Pearl, c'est-à-dire le pourcentage, par exemple pour la contraception orale, c'est 0,4 ou 0,3 ou 0,4%. Hein, donc, finalement, possibilité d'avoir un enfant. Hein, qui est là avec la pilule contraceptive. Si on prend en compte toutes les méthodes et les pourcentages de personnes qui utilisent ces méthodes, on devrait trouver un chiffre de 0,8%. Résultat, on a 22% à l'arrivée. Alors, ce rapport de la Haute Autorité de Santé, il commence dans son introduction à parler en disant « mais oui, mais ça, c'est parce que les femmes ne savent pas s'en servir ». Alors, je fais un arrêt sur image quand même. C'est-à-dire qu'une femme, une fois, on pourrait dire, elle ne sait pas s'en servir, très bien. Mais là, on parle de plusieurs années et de toutes les femmes françaises. C'est-à-dire on est en train de prendre les femmes françaises pour des billes. En disant, mesdames, vous ne savez pas vous en servir, hein, et bien voilà, ça donne 22%, vous avez qu'à vous en prendre à vous-même. Donc non, ça veut dire qu'encore une fois, cette culpabilité qu'on cherche à leur induire, à la base, signale quelque chose qu'on vous a vendu qui est faux. Et si je prends l'écho des sages-femmes, tout simplement, il y a quand même 28 900 sages-femmes en France, si vous les écoutez, hein, surtout c'est majoritairement féminin chez les sages-femmes, puisque c'est plus de 97% des sages-femmes qui sont des femmes, eh bien, elles vous disent « Ah oui, mais Madame Untel, elle avait pris la pilule, hop, l'enfant est passé. Madame Untel, elle avait le stérilet, hop, l'enfant il est passé. » Ces témoignages, c'est légion. Donc ça, c'est le 4e point de vue. Si vous écoutez le point de vue des aborigènes d'Australie, que vous dites que pour créer un enfant, il faut mettre papa dans maman, il va vous regarder de travers. Hein. Il va vous dire « Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. » Il va vous dire « Il faut qu'il y ait le Nyankari, le sage de la tribu, qui aille à la montagne sacrée pour chercher l'âme de l'enfant, qui l'amène à la porte de la vie, on l'appelle comme ça, nous en médecine chinoise, VG4 à l'arrière dans le dos. Et après, 3 mois après, il y a la conception de l'enfant et l'enfant arrive. » Et là, on rejoint le 6e point de vue qui est le nôtre en tant que passeur d'âme philosophe. J'accompagne depuis tellement d'années ces dames par rapport à la conception même des enfants. Eh bien, la conception vient, se fait, la descente en incarnation d'un enfant se fait 3 mois avant la conception. 3 mois avant la conception, l'âme de l'enfant est déjà là. Autrement dit, s'il y a une âme à bord, 3 mois après, il y a enfant. S'il n'y a pas d'âme à bord, vous pouvez être, mesdames, au pic de l'ovulation, faire salto avant, salto arrière dans l'intimité, il ne se passera rien. Rien du tout. Donc, encore un message fort, je dois pratiquement être un des seuls à dire ça. Bon, ça en fait beaucoup hein, pour ce soir, vous comprenez. Mais c'est un peu l'image, je vais reprendre des choses toutes simples. Hein. Ce follicule antral à 3 mois avant la conception, dans la petite tige qui se met là, dans l'eau qui est autour, c'est là que vient s'inscrire l'âme de l'enfant, hein, qu'elle vient s'ancrer à ce moment-là. Et elle s'ancre d'ailleurs à VG4, Mingmen, l'apport de la vie, c'est ce qu'on constate en séance. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit hein, qui est en train de mûrir, c'est un fruit qui va être comme les fruits de l'arbre, qui va contenir du sucre. Et quand un fruit contient du sucre, vous avez remarqué, les insectes, ils viennent dessus. Hein. Si le fruit est vert, vous n'avez pas d'insectes hein, dessus. Donc après, un fruit vert, soit il est digéré, soit il est rejeté, et ça sera un fruit acide, celui-là, alors que l'autre sera sucré. Ça veut dire que la glaire cervicale, mesdames, quand vous êtes dans une phase où il y a une âme d'enfant à bord, elle n'a pas la même texture, elle n'a pas la même sensation, n'est-ce pas, que s'il n'y a pas d'âme à bord. Ça change tout. Et on peut faire la même chose, si vous voulez, quand vous avez tous goûté un œuf quand il a été fécondé par un coq. Et le goût de l'œuf n'est pas le même par rapport à 2 œufs de la même poule. Hein, voilà, vous avez une différence notable. Le goût est différent. Donc, c'est du même ordre, c'est-à-dire ce côté acide et ce côté sucré. Tout ça pour dire que, bien en fait, la contraception, elle est inutile.
et que la femme dotée de son sixième sens, elle peut déceler la présence d'un futur enfant 3 mois avant la conception et vivre son implantation énergétique à VG4, Migmen, la pour de la vie. C'est très connu en médecine chinoise. Et donc, nous, on fait vivre ça, et c'est une magie, parce que la maman, à ce moment-là, se retrouve en connexion avec son enfant à cette période, et déjà, le dialogue s'élabore, et la préparation de la venue de l'enfant se fait. Des fois, elles n'ont même pas le papa, hein, à ce stade. Ensuite, je viens sur les contrôles gynécologiques. Massacre encore une fois. La femme n'a pas besoin d'avoir des contrôles médicaux systématiques de son corps féminin dans ses parties intimes, hein, gynécologiques et mammaires. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Parce qu'en fait, ce n'est pas sans influence négative sur son état de santé, et puis sur son respect intime et sacré qui est bafoué, comme dans le cas d'un viol. Je reçois tellement de femmes qui ont été victimes d'abus et de violences gynécologiques et obstétricales que je suis forcé de le constater. Et nous, on a remarqué quelque chose qui, du coup, n'est pas enseigné pour tous les soignants. C'est pour ça aussi ils ne le savent pas, hein. On peut partir sur le bénéfice du doute, mais ça veut dire que quand vous touchez une zone intime, hein, donc tous les sphincters ou les zones intimes sexuelles, gynécologiques, quand vous êtes dans ces professions-là, il faut savoir que vous amenez toute l'énergie qui est sur vos mains, vous l'amenez sur la personne. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle les pattes sales. Pas parce qu'on ne sait pas laver les mains, évidemment, mais parce qu'énergétiquement, on est chargé de colère, chargé de tout un tas de perturbations, et qu'on va amener sur le corps dans l'intimité de la femme. Il est temps que ça cesse, il est temps qu'on apprenne dans ces professions à être ancré, parce que ça demande de l'ancrage, pour que finalement les praticiens dans la médecine, la gynécologie, etc., soient capables de mettre les charges en terre. C'est cette même respiration, hein, qu'on amènerait finalement à développer chez l'enfant en bas âge, qui, si une société se développait là-dessus, eh bien, toutes les professions du soin, les masseurs, les kinés, les ostéos, tout le monde s'y retrouverait aussi, parce qu'eux aussi ont du mal à mettre les charges en terre. C'est du même ordre. Hein. C'est du même ordre. Alors maintenant, on va parler de sexualité. Encore un domaine qui fâche, parce que les hommes et les femmes ont besoin d'être initiés à la sexualité sacrée en utilisant le bon circuit associé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un circuit de sexualité sacrée qui allait dans le dos et un circuit de sexualité de reproduction qui allait en face avant. Et donc, il faut apprendre dans ces cas-là à repérer les voies qui vont être déviantes en matière de sexualité, c'est-à-dire les voies qui vont amener finalement sur la face avant du corps, et qui vont employer les circuits de reproduction. Donc ça, c'est important. Je cite tous les cas qui sont déviants ici, hein, et après je vais y revenir. La sodomie, la pratique de la sodomie est systématiquement déviante et même beaucoup plus perturbatrice que ne peut l'être la sexualité de base. C'est mon constat d'expérience. J'ai tellement de personnes à sortir de ça. Les voies du tantrisme rouge, quand ça devient quasiment, on pourrait appeler de la partouze, c'est pareil. Du tantrisme blanc avec la dépendance au maître, où là, il y a une dépendance au maître qui n'est pas saine. Le devoir de sexualité conjugale aussi, je le mets dedans, parce que quand ça devient une obligation, une loi morale, ce n'est pas correct. Le sadomasochisme, bien sûr. Et puis, j'ai mis la masturbation ou l'onanisme quand il est exacerbé. Je vais m'expliquer dans quelques minutes. Le satanisme, bien évidemment, avec toutes les perversions, on a une société entière qui est partie en live. Il suffit de regarder tout ce qui sort en matière judiciaire en ce moment sur le sujet à l'international. L'exhibitionnisme, bien sûr, parce que là, quelque chose est projectif sur les personnes et ce n'est pas neutre. La pornographie, on s'en doute, bien évidemment. Alors, je reviens sur cette sexualité qui est massacrée. Mon constat, là je parle sur des milliers de personnes, hein, ce n'est pas quelques centaines, c'est que j'ai plus de 2/3 des femmes qui viennent me voir qui ont été victimes de viols et d'inceste. Donc ça, c'est un massacre. Encore un massacre. Et bientôt, sur les hommes, c'est en train de monter au tiers. Parce que je parlais des femmes aujourd'hui, mais je parle aussi des hommes qui ont besoin de trouver leur féminin intérieur sacré. Alors, pour un homme, c'est à la limite plus facile, parce que l'homme vient, une fois qu'il a touché son féminin et qu'il l'a installé en bas,
il n'a plus qu'à, entre guillemets, développer sa masculinité extérieure, qui n'est pas forcément celle qu'on nous a vendue dans la société moderne, hein. Mais c'est plus facile que pour les femmes, parce que là, la tâche est plus dure. Et les femmes doivent déjà installer leur homme intérieur, et après, elles doivent développer une féminité qu'elles ont à construire finalement pendant toute leur vie. Et quand elles sont massacrées à ce point-là dans leur intimité, ça devient délicat. Alors nous avons la chance, je dis nous parce que je ne suis pas tout seul évidemment à pratiquer ce que je pratique, il y a quand même toutes les convergences avec tous les amis qui sont maintenant formés par l'école pythagoricienne, qui est le constat suivant, c'est qu'en une séance, nous, une personne peut arriver à sortir de tout un tas de massacres qu'elle a eu durant toute sa vie. J'ai par exemple une femme qui est venue me voir, par exemple d'une quarantaine d'années, elle avait été victime en continu de l'âge de 9 ans à 16 ans de viol par son frère. Et elle vient me voir 20 ans facilement après, 20-25 ans après. Je l'amène en relation, forcément on est obligé de rentrer en relation avec celui qui l'a violée. Alors, en relation à distance, toujours pareil, par l'intériorité, puisqu'on passe dans cette notion de tube creux, et à faire un rendu de quelque chose qui a été pris, une énergie qui a été prise d'un côté et qui doit être ramenée de l'autre côté. Donc, il y a un match aller, un match retour. Quand le match aller et le match retour sont faits, il y a un véritable pardon qui s'opère là, et la femme qui a été victime de viol et d'inceste est systématiquement capable de pardonner, pas avec la tête, hein, pardonner avec son cœur, à celui qui l'a violé, dont elle voit la construction et comment il a été formé pour en arriver là. C'est énorme hein, ce que je dis. Énorme. Donc cette femme-là, quand elle a fait ça, elle est rentrée chez elle, elle avait fait ce pardon. Mieux que ça, toute son intériorité, son intimité était réparée et guérie pendant la séance, parce qu'on a des moyens, nous, en séance, de pouvoir amener à cette guérison de l'intimité qui en général est en torche, hein, quelque chose c'est refermé, hein, c'est asséché si vous voulez. Donc ça, on sait faire. Elle est rentrée chez elle, elle m'a appelé dans la semaine. Je vous dis, 25 ans après les faits, elle n'avait plus de nouvelles de son frère, il l'a appelé dans la semaine pour lui demander comment faire pour se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour corriger le tir. Après l'acte de miséricorde, voilà la rédemption. La rédemption, elle arrive toute seule. Elle n'arrive pas dans un acte dogmatique qui est celui qui est évoqué dans l'Église chrétienne. Hein. Elle arrive naturellement. Hein. Quand ce rendu a été fait à l'autre, eh bien l'autre se retrouve dans une disposition où il se rend compte de ce qu'il a fait, et là, il va chercher à aider la personne victime. C'est fort, hein. C'est très fort. Hein. Ouais, donc là encore, c'est la dimension énergétique est complètement invisible qui a été en jeu et qui a été source de réparation, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, on nous a toujours conçus comme étant un individu qui est clos, fort clos, fermé, isolé. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas des êtres isolés. Nous sommes un tube creux, avec les pieds dans le sol et la tête dans le soleil. Ce qui fait que c'est pour ça que la physique quantique est aujourd'hui une science qui n'est qu'une théorie inapplicable, parce que les 4 postulats de la physique quantique ne fonctionnent pas. Et la physique quantique, déjà, dans un de ses postulats, elle suppose un système isolé. Déjà, et déjà ça ne marche pas. On est tous interconnectés, tous reliés. Donc, déjà, elle vole en éclats. Un de ses fondamentaux vole en éclats, les 3 autres aussi, hein, de toute manière. Mais... Donc, on sait aujourd'hui que la physique quantique ne tient pas. Bon, je me suis déjà longuement expliqué là-dessus, en particulier au Palais des Congrès de Reims en 2012, hein, sur un forum sur le quantique. Donc, tout ça pour évoquer qu'il y a la possibilité de rentrer dans la réparation, et rapidement. C'est quelque chose de rapide. Ensuite, quelque chose qui n'est pas évoqué chez vous, mesdames, et qui est très différent de nous, c'est que vous avez une double anatomie, mesdames, au niveau sexuel. Nous, on n'a qu'une anatomie masculine. Vous avez une anatomie masculine et féminine au niveau sexuel. Peu de femmes savent ça. Peu de femmes savent ça. Et évidemment, la partie masculine, elle a à être inhibée. Elle n'a pas à être développée. Et la partie féminine, évidemment, celle-là, elle peut être activée. Alors voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de masturbation ou d'onanisme. C'est-à-dire que si je prends la partie du clitoris qui est la partie masculine,
eh bien celle-là, si elle est trop exacerbée, ça conduit à des tensions et une remontée d'énergie qui va se mettre sous les seins de la personne, par exemple. Donc ça, c'est pas bon quand c'est trop fort, quand c'est activé trop fortement en face avant du corps. Si cette énergie-là, elle sert pour amener vers la partie basse du clitoris, qui est la partie féminine, c'est-à-dire les 2 fois 2 arches qui conduisent vers le bas, à ce moment-là, c'est tout bonheur. Même chose, on ne vous a pas dit, mesdames, souvent qu'à la sortie de votre temple, vous avez 2 fois 2 glandes en dessus et en dessous. Même les atlas de gynécologie ne l'indiquent pas. Je l'ai vérifié avec une gynécologue qui est dans notre groupe. Hein. C'est-à-dire que vous avez les glandes de Skene qui sont au-dessus de la sortie du temple, qui sont les glandes masculines en correspondance avec nos gonades, si vous voulez, en face du point G, et qui donnent l'aspect femme fontaine. Et ça n'a pas à être exacerbé de trop, même s'il y a une mode en ce moment hein, qui parle de cet aspect, ah, ça serait bien, il faut, t'as pas essayé ça, etc., etc. Bon, je mets ça de côté. Par contre, les glandes de Bartholin, c'est royal, elles sont en dessous, elles génèrent la cyprine, qui est un liquide blanc et nacré qui va vers l'intérieur du temple intime. Et alors, elle est réparatrice, mais à un niveau qu'on fait vivre, nous, en séance, réparatrice de toutes les blessures qu'une femme a pu vivre durant sa vie de femme, son intimité. Donc ça, c'est enseigné où? Juste, Patrick, quand tu dis qu'on fait vivre en séance, tu peux lever l'ambiguïté? Alors, que je fais vivre, mettons, parce que quand une personne vient me voir, il n'y a pas de groupe. Déjà, je lève cette ambiguïté. C'est une personne vient me voir et en séance, à ce moment-là, il y a une énergie qu'elle va sentir et qui va activer ses glandes de Bartholin et qui va réparer, et elle vit la réparation. Elle décrit cette réparation. Nous, on est juste des guides. À chaque fois, notre rôle de passeur d'âme, de philosophe, parce que la philosophie initiatique, c'est vraiment très pratique, hein, ce n'est pas un travail mental, c'est comme ça que c'était il y a 25 siècles, c'est de faire vivre des expériences. Et ces expériences, quand elles sont vécues, c'est la personne qui les vit, ce n'est pas nous. Hein. Nous, on les fait vivre, on a un rôle de maître nageur qui invite à nager. Mais tu as eu raison de faire enlever cette ambiguïté parce que ça pourrait être sujet à tout un tas de polémiques. Oui, Je comprends bien. oui, et puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté aussi sur une sexualité qui serait vécue en séance, etc. Quoi, voilà. Oh là, Non, mais voilà. oui, alors c'est vrai, c'est vrai. Et ce point-là, de toute manière, ça serait assez facile quelque part, ce point-là, il y a les faits hein, qui sont là, c'est-à-dire qu'il n'y aurait personne qui viendrait si ça se produisait. Et puis tout de suite, ça passerait au tribunal. Et il y a combien, moi j'ai aidé combien de personnes qui ont été victimes de thérapeutes indélicats en séance, des thérapeutes qui évidemment étaient au tribunal. Hein, dont certains d'ailleurs se sont suicidés, j'ai des souvenirs précis. Et je voyais arriver, moi, toutes les femmes victimes de ces thérapeutes en séance, qui venaient chercher réparation, évidemment, dans leur corps, dans leur intimité. On a à être évidemment très droit. Et d'ailleurs, si c'est comme ça, c'est pour ça que je vois arriver autant de personnes depuis toutes ces années. C'est parce que ça fonctionne. C'est parce que ça fonctionne que par le bouche à oreille. Si quelque chose est positif, vous voyez arriver les personnes. Sinon, vous voyez arriver personne. C'est pas compliqué. Et mieux, vous voyez arriver à la police dans ces cas-là, ce qui serait cohérent. Hein. Donc, tu as bien fait de préciser, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est important parce que dans le domaine de la sexualité, on a un nombre de massacres qui nous sont vendus comme étant maintenant dans la gamme, comme quelque chose de naturel, de normal, avec par exemple sur les droits de l'enfant et de la sexualité, les codes ont complètement changé en matière internationale. Depuis, je crois que c'est 2009, c'est Ariane Bilaran qui en parle dans ses ouvrages. Il faudrait retrouver ça. Et donc, on est dans une société qui est devenue totalement déviante. Oui, c'est presque présenté comme une émancipation, quoi. C'est présenté comme une émancipation, alors que vous le voyez dans la liste que j'ai citée là. J'ai expliqué pourquoi, du coup, masturbation exacerbée était dedans, hein, pour que l'énergie passe finalement en face arrière du corps et pas en face avant. Qu'elle descende vers les glandes de Bartholin hein, et qu'elle utilise finalement un circuit d'énergie
En médecine chinoise, vous avez 2 méridiens qui partent de l'utérus, vous mesdames, et qu'on n'a pas évidemment nous, et qui descendent par votre col de l'utérus et qui vont vers ces glandes de Bartholin et qui après aident à faire la grande roue chinoise. Et c'est ce circuit-là que vous pouvez réactiver. Voilà, je donne des clés, ça peut servir, hein, cette conférence, elle est là aussi pour vous servir, vous mesdames qui écoutez aujourd'hui cette conférence. Vous pouvez faire ça chez vous pour une partie en tout cas. Après, s'il y a des blessures, s'il y a des énergies très très grandes, ça sera difficile de le faire en totalité, hein. Et c'est là qu'on intervient. Je vais y venir après. Alors donc, j'ai décrit la phase donc, adulte dans ces 25 massacres et je vais faire un zoom particulier pendant la maturité sur la partie ménopause et hystérectomie. Sur l'hystérectomie, les femmes, alors l'hystérectomie, c'est l'ablation, hein, donc d'une partie, donc ça peut être tout ou partie de l'utérus, des trompes de Fallope jusqu'aux ovaires, hein. Donc les femmes peuvent éviter les effets de cette hystérectomie qui leur est vendue comme une hystérectomie préventive, qui est aux antipodes des lois naturelles. À quoi bon cette pratique aussi courante d'ablation utérine et sa si grande disparité selon les pays? Regardez bien. Voilà les chiffres. Alors, 20 à 30% des femmes y recourent dans les pays dits modernes. Australie, 40%. USA, 36%. Canada hors Québec, 20%. Europe, 5 à 15%. Québec, 9%, 76, 3% en 2010. Je vous fais la même chose que pour l'accouchement. Les femmes du Québec seraient-elles si uniques au monde? Voilà, comme pour les femmes de Châteauroux, est-ce qu'elles étaient si différentes des femmes françaises? C'est la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, encore une fois, c'est le recours à cette médecine dite préventive, où on fait peur aux femmes et qu'on ne leur présente pas les moyens, les solutions pour traiter des problèmes qu'elles rencontrent lorsqu'elles arrivent dans cet âge mature. Personne n'explique finalement à quoi sont dues les lunaisons douloureuses et abondantes dans la vie d'une femme et pourquoi ça crée un terrain fibromateux plus tard, hein, quand elles arrivent à la ménopause, et que ça donne un plus grand risque d'hystérectomie à ce moment-là, et comment on peut faire marche arrière, comment on peut éviter ça. Donc, c'est important dans ces cas-là de pouvoir introduire ce que j'appelle moi une initiation de ménopause. Même après la ménopause, ça peut se faire pour purifier le temple sacré et éviter toutes ces dérives qui conduiraient sinon à l'hystérectomie. Et éviter aussi les effets de l'hormonothérapie de substitution qui est couramment employée, qui a des effets délétères sur le corps et sur la psyché. Je vais reprendre l'exemple d'une femme qui est venue me voir et qui était devenue bipolaire juste en passant la ménopause. Alors la bipolarité, qui est le côté maniaco-dépressif, il faut savoir que c'est vendu en psychologie comme une psychose, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas se guérir, on prend des médocs et puis terminé, quoi. Je raccourcis, hein. En fait, non, déjà c'est une névrose et ensuite ça se guérit, ça peut se traiter. Alors évidemment, pour nous, ça ne demande pas forcément une séance, là, il en faut parfois plusieurs, parce qu'il y a vraiment des couches qui ont été prises durant toute une vie de femmes, là, ici, hein, qui ont conduit à ce passage-là, ce qui fait que ça permet, dans ces cas-là, de sortir du problème et de vivre cette initiation de ménopause avec succès, même dans des cas aussi extrêmes que celui que je viens de citer, c'est-à-dire où la personne est allée jusqu'à la bipolarité. Et puis la préparation au décès, bien sûr, parce que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, hein, pourraient se préparer au passage ultime. Nous philosophes, vous le savez, les philosophes pythagoriciens, on est spécialisés dans 4 temps de la vie qui sont dans le domaine du bien-être et de l'art de vivre, qui ne sont pas dans le champ de la médecine ni des thérapies. C'est la naissance, et je vous ai évoqué ce sujet tout à l'heure, le coma, pour aider les personnes à sortir de coma longue durée, j'ai fait un ouvrage là-dessus qui s'appelle « Le fil de la vie », vous le retrouverez sur mon site. Le décès, donc le voilà, et puis toutes les personnes qui cherchent le sens de leur vie, qui sont majoritaires évidemment. Donc ce temps-là de préparation au passage ultime, ça se fait avant le jour du décès. Ça permet d'aller explorer ces territoires-là à l'avance. Ça permet de retrouver les amis et la famille déjà disparus avant le passage. Et c'est très rassurant, hein. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Je vais citer l'exemple, par exemple, d'une femme pour laquelle je suis venu à son chevet
parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle était en phase terminale d'un cancer du sein. Et la première chose, c'est qu'elle s'est accrochée, agrippée à mon bras en me demandant, mais Patrick, je ne veux pas mourir, etc., etc. Elle a commencé, évidemment, dans sa maladie, à s'agripper à ce qu'était sa peur de mourir. Comme le premier temps, nous, c'est déjà d'enlever les carapaces qui encombrent une personne dans un massage, et je vais en parler après, ça, j'ai fait cette étape-là, et ensuite, je l'ai amené à tirer ce fil de l'intériorité, hein, qui est sur l'image que vous avez derrière moi, et ce fil de l'intériorité, elle l'a tiré jusqu'à rejoindre l'autre côté. Et là, elle s'est retrouvée devant alors, des amis qu'elle connaissait, devant des choses tout à fait rassurantes, et ce qui fait qu'après la séance, elle a dit à son ami qui était là à côté, elle a dit, mais moi, ça y est, je suis prête pour le jour où, pour le jour où, voilà. Et quand ça a été le jour, alors, bon, il se trouve que dans son cas, ça n'a pas été très, très loin derrière, hein, mais quand ça a été le jour, elle a dit ce jour-là à son ami, elle a dit, ah, c'est aujourd'hui mon dernier jour. Et elle était joyeuse, joviale. Étonnant, hein. Et il s'est écoulé entre les deux 1 semaine à 10 jours, hein, dans ce cas de figure. C'est dire la nature du changement qui s'opère. Bon, bien sûr, parfois ça peut être plus long, hein, mais la personne, une fois qu'elle est préparée, elle est préparée, hein. Ouais, donc c'est un sujet qu'on aborde pas mal au sein de l'Observatoire du réel, c'est-à-dire que sans traumatisme, sans un coma, ou etc., on peut faire la connexion. Est-ce que c'est la connexion via le tunnel de lumière, etc., ou c'est autre chose dont tu parles? Alors, ça va bien au-delà. Donc, comme tu le sais, Rémi, j'ai participé au colloque sur les états de mort imminente à Marseille, donc le deuxième, hein, qui a eu lieu, l'international, avec toute l'équipe autour de Sonia Barcala. Et ce que je constate, c'est que ce qui est évoqué dans ces colloques, sur tous ces sujets, sur les EMI, sur les NDE et autres, c'est qu'une petite partie des plans de conscience, avec le tunnel, avec tout ça. Ouais. C'est presque un tiers seulement des plans de conscience. Il en manque encore 2 tiers, qui ne sont pas du tout abordés dans ce genre de sujet, de colloques, de DVD, etc. C'est absent. Je l'ai déjà dit d'ailleurs à des personnes qui ont réalisé ce genre de DVD, hein. Donc après, si un jour elles veulent s'ouvrir à ce sujet-là, elles verront toute la différence, toute la pratique. Il suffit simplement de la vivre d'ailleurs, ce n'est pas très compliqué. Tu veux dire que c'est accessible et même à des personnes qui ne sont pas proches du décès? Absolument, absolument, puisque combien de fois en séance une personne va retrouver un être disparu en séance? C'est fréquent. Et il s'agit de bien faire attention à chaque fois, de ne pas confondre le manteau d'une personne avec son âme. C'est très, très différent. Là, encore une fois, il y a des confusions qui existent. J'en vois, elles sont légion, hein, en la matière. C'est comme si on porte un manteau, mais le manteau n'est pas l'être qui est dessous. Oui, bien sûr. Il s'agit d'être très clair avec ça. Donc là, pour revenir sur cette présentation qui est très générale aujourd'hui, puisque évidemment tout ça, à chaque fois, ça mérite sur ce sujet-là aussi. Je fais une conférence, des fois rien que sur ce sujet-là. Hein, une sur le coma, une sur le décès. Ça serait très très long de faire ça. Mais j'ai voulu balayer tous ces différents massacres pour aller vers le féminin sacré. Et donc à chaque fois où on part du féminin massacré, on passe par une œuvre qui est une œuvre initiatique et ésotérique, c'est-à-dire vraiment aller toucher ce côté du tube creux, quoi. Et pas pour partir sur des voies de côté, qui sont des voies des gnoses, mais de la gnose, c'est-à-dire le seul fil qui mérite le nom de spiritualité, et qui conduit vers l'aspect donc du féminin sacré. Alors, féminin sacré, ici, parce que là, aujourd'hui, j'ai fait une présentation beaucoup tournée vers ce que vivent les femmes, mais encore une fois, les hommes sont doués, hein, du côté sacré. C'est juste que la barre est plus haute pour vous, mesdames, parce que vous avez 3 choses en plus que l'on n'a pas. Vous avez la maternité, vous avez les lunaisons, et puis vous avez le modèle de la femme. Bon, nous, on n'a pas trop un modèle de l'homme, hein, c'est limite, mais vous, mesdames, alors oui, c'est très important. Et ces 3 là font que pour vous, la barre est plus haute que pour nous. C'est le constat, hein, le constat d'expérience. Donc, le féminin sacré, c'est la capacité finalement de construire concrètement son féminin en étant relié à sa petite fille intérieure. Et déjà, il faut passer
pour toucher ce chat de l'aiguille, passer ce chat de l'aiguille, ça demande des fois un temps assez long en séance pour arriver à toucher sa véritable petite fille intérieure, joyeuse, etc. Parce qu'une fois qu'elle est touchée, à ce moment-là, passer à l'opposé intérieur, c'est-à-dire ici l'homme intérieur, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. C'est aussi rapide que les enfants à l'école quand ils font 1, 2, 3 soleils. Parce que c'est dans le soleil que se trouve au départ l'homme intérieur, qu'il faut aller chercher, ramener dans le corps. Je parle systématiquement, hein, je parle encore une fois, ce n'est pas un point de vue, c'est une constante. L'homme intérieur, elles vont le trouver dans le soleil, elles vont le ramener dans leur corps, qui, une fois que le vase du bassin a été vidé, il va pouvoir habiter ce vase du bassin et finalement donner cette sensation de sécurité et puis cette confiance, puisqu'il y a une reliance à ce créateur après derrière, donc à l'âme et au créateur. Alors l'œuvre pour se libérer du féminin massacré, eh bien, elle revient sur cette physique que j'ai étudiée il y a quelques années, qui fait qu'on stocke en nous des énergies et des informations autour de zones piégées dans notre corps. Et je représente la coupe d'un matériau ici, en dessous de la ligne rouge, là, c'est de la matière, tout ça. Et dans un matériau comme ça, à un endroit localisé ici, vont se mettre des photons de lumière et des charges électroniques, qui sont comme des émotions, hein, si vous voulez, elles vont se piéger à l'intérieur du matériau de notre corps. Notre corps est globalement un isolant, l'énergie va se piéger dedans. Ce que j'ai montré en tant que physicien à l'époque, c'est qu'elle se piège localement avec une énergie qui est donnée ici en ordre de grandeur, hein, qui est toute petite, mais qui est à chaque fois 1000 fois plus grande. Hein, c'est-à-dire qu'on met un certain nombre de photons et on met 1000 fois plus d'électrons. Et tout autour, ça va donner envie après, quand on a mis ces électrons-là, de stocker d'autres électrons tout autour à 1000 fois plus. Et la surface devient chargée et on stocke du coup là encore 1000 fois plus dans le corps. Quand on a stocké ça, eh bien ça y est, le corps il va se tendre. Il y a des petits ressorts, j'en représente que 3 petites flèches ici, hein, c'est comme s'il y en avait partout tout autour. Et ça va tendre le matériau, ça peut aller jusqu'à encore 1000 fois plus. Donc on est parti d'un chiffre qui serait 1 ici, là on va avoir 1 milliard, c'est-à-dire qu'on a l'énergie d'une réaction nucléaire en un point qui va se mettre à un endroit donné du corps. Toujours est-il, c'est quand on a pris finalement des modèles du monde des autres, des peurs des autres, des jugements des autres, des projections d'énergie des autres, c'est une énergie. Cette énergie se piège dans le corps. Donc nécessairement, il va falloir passer par le corps. Et passer par le corps, et pour ça, le corps, il a donc la signature de ces charges piégées sous la forme d'une bulle, ici, d'une équipotentielle de protection, on appelle ça comme ça, une bulle, qui signale qu'il y a des charges piégées à cet endroit-là. Donc, on n'impacte pas dans des techniques de rolfing ou de shiatsu en massage les endroits où il y a des charges de manière très forte, surtout pas. C'est avec une infinie douceur qu'on va aller chercher les charges à la périphérie, parce que vous voyez qu'ici, elles sortent par les côtés. On peut y accéder par les côtés dans un massage spécifique, hein, qui est le nôtre, ou par cette respiration du souffle de l'Esprit Saint, on va finalement, on l'appelle comme ça dans notre tradition chrétienne, hein, je vais par exemple, dans mon cas, être passant et mettre ces charges en terre. Hein, ce Logion 42 de l'évangile de Thomas qui dit « Soyez passants », c'est-à-dire que les passeurs d'âme vont être paratonnerres. Notre rôle, c'est d'être paratonnerre de toutes ces charges électroniques qui se sont piégées dedans, qui, si elles sont piégées, font qu'à un moment donné, on va renvoyer ces charges vers les autres et on va passer d'un mode victime à un mode bourreau. Donc, les gens qui sont bourreaux, à un moment donné, ils passent leur temps à faire du ping-pong, du tennis ou ce que vous voulez, ils renvoient la balle à d'autres, mais ce sont au départ tous les bourreaux des victimes en puissance. Et l'énergie sort sous forme de fusion locale, de claquage, à la périphérie. Ça peut aller jusqu'à des ruptures et des fissurations. C'est là que les personnes tombent malades. C'est là que ça fait des énergies de destruction, hein, carrément. Hein. Donc, on parle des individus, quand ils pètent un câble, par exemple, c'est une expression en français. Donc ça, c'est l'œuvre qu'il y a à faire pour rentrer dans cette première action qui est ce type de massage dans l'œuvre initiatique. Donc, on a une nécessité de passer par une œuvre corporelle de massage qu'on a appelé, nous, massage miel, massage intuitif énergétique libérateur, suivi immédiatement par une expansion de conscience, parce que dessous, et pas n'importe laquelle, hein, il faut aller chercher l'origine du traumatisme qui s'est planté dedans. Et donc, c'est la somme de ces deux techniques-là qu'on va utiliser, plus après des arts régénérateurs transcendants comme à l'école pythagoricienne, hein, des arts des hygiènes de vie, par exemple. Et donc, c'est ce processus-là qui est capital et qui est incontournable dans l'histoire. Si on veut accéder à l'intériorité, si on veut passer par le tube creux, il faut déjà enlever ce qui encombre le passage dans ce tube creux.
Et pour ça, c'est un processus de libération des manteaux électromagnétiques de victimes et des carapaces qui en sont stockées. Et l'œil, c'est donc un processus d'acceptation des douleurs, parce que sous les douleurs, il y a des cadeaux. Hein. J'ai décrit les mécanismes de la douleur déjà dans d'autres types de conférences. L'idée, c'est de pouvoir accéder sous la douleur au scénario de ce fameux trouble dont je vous parlais dès le départ, c'est-à-dire que vous êtes là avec un modèle du monde, ce n'est pas le bon, vous plongez à l'endroit où il y a la douleur et vous découvrez dessous une vérité cachée. Cette vérité cachée va vous faire une compréhension immédiate, un pardon à celui qui vous a évidemment implanté cette charge-là, et puis une auto-guérison dans le corps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des guérisseurs du tout, hein, nous n'avons aucune fonction, nous ne faisons pas de diagnostic, il n'y en a pas besoin. Le corps s'auto-guérit dans une attitude qui est uniquement compassionnelle, puisque les philosophes pythagoriciens n'ont qu'une seule énergie à utiliser, finalement, c'est l'énergie d'amour. On n'en utilise pas d'autre. Hein. On n'a rien d'autre comme outil. Alors voilà, donc je termine ma présentation dans les temps que j'avais indiqués pour pouvoir être à l'écoute de vos questions. Hein. Quand les femmes vont arrêter de tolérer cette situation de massacre qui dure depuis longtemps, parce que dans les 25 massacres au féminin, il y en a 10 de plus qui ont été rajoutés depuis les années 65, 10 sur 10 ont été rajoutés par la médecine, donc il s'agit d'oser se respecter et de dire stop à un moment donné, de dire stop. Donc, quand les femmes vont accepter de recevoir, alors pourquoi pas, par exemple, la guidance d'hommes connectés naturellement à leur femme intérieure, mais ça peut être aussi la guidance de femmes, hein, elles seront à la fois ce que j'appelle femmes lunaires, hein, c'est-à-dire des jeunes filles sensibles, femmes vénusiennes, des conjointes aimantes, femmes jupitériennes, donc des mères fécondes, et femmes neptuniennes, c'est-à-dire des grands-mères spirituelles et sages. C'est toutes ces facettes du féminin à tous les âges de la vie, et qui sont d'ailleurs complètement reliées, si on regarde le rapport à l'astrologie, à ces planètes, donc la Lune, Vénus, Jupiter et Neptune, qui sont ces planètes féminines associées. Donc quand les femmes vont arrêter tout ça, elles seront ces femmes-là, et donc voilà, en route vers le féminin sacré. Hein, le premier pas, c'est pour obtenir ce que vous souhaitez, c'est peut-être d'avoir le courage de quitter ce qui ne vous correspond plus. Voilà, la présentation qui est de synthèse, en fait, qui est la mienne, puisque je vous ai dit, sur chacun de ces thèmes, je fais souvent des conférences rien que sur un de ces thèmes-là. Mais ce soir, je voulais déjà présenter un tableau, parce que nous sommes un tournant d'humanité, où l'affaire du Covid nous montre que bien avant l'affaire du Covid, courait déjà cette histoire d'un féminin massacré, et que si on regarde bien, les femmes ont déjà pris des massacres depuis des années, au moins depuis les années 65, où elles se sont soi-disant trouvées libérées. Ça, ce n'est pas le cas. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Patrick. Parfaitement dans les temps, puisqu'on a commencé à 7h30 et il est 9h, donc bravo. Moi, je voulais juste revenir, avant de passer le micro dans la salle, Patrick, tu as évoqué cette pratique chez les aborigènes et le fait que l'enfant se manifeste finalement 3 mois avant. Dans le cas d'un viol, comment ça s'explique? C'est-à-dire que le désir d'enfant chez la femme, il était là 3 mois et puis finalement, elle rencontre le violeur qui résout son désir d'enfant? Alors, oui, dans ce cas-là, c'est même pas forcément un désir d'enfant, parce que très souvent, il n'est pas capté à ce stade, mais c'est évidemment des enfants qui viennent chercher ce type de contexte. Ils le disent bien, et ça fait partie d'une équation que la maman, souvent pas consciente, va avoir justement à conscientiser en séance. Dans l'axe de la question de Rémi, c'est comment ça se passe quand des femmes font des fausses couches, par exemple, à répétition, et inversement, quand il y en a qui ont 10 enfants, genre un enfant tous les ans ou tous les 18 mois. Oui. Alors, oui, très, très, très bonne question. Effectivement, c'est un sujet phare sur lequel je vois beaucoup de monde. Alors, je vais élargir la question à pas seulement les fausses couches, mais aussi les IVG, parce que ces deux cas sont d'ailleurs différents. Je fais faire le lien avec l'âme de l'enfant par rapport à la fausse couche ou par rapport à l'IVG. Et le constat, c'est que déjà systématiquement, toute
des femmes qui sont passées en séance, qui avaient donc une problématique de culpabilité, parce qu'une femme qui fait une fausse couche, en général, elle souhaite avoir un enfant, et bon, ben voilà, il part. Ou inversement, dans le cas de l'IVG, il peut y avoir une contrainte extérieure, parfois judéo-chrétienne, qui vient dire non, regardez l'actualité en ce moment, ne serait-ce que ça, en disant non, une IVG, c'est pas normal, et ainsi de suite. Toutes sont arrivées à sortir de la culpabilité. Pourquoi? Parce que l'âme de l'enfant leur a dit exactement quel était le plan de vol. Alors, dans le cas, j'avance un petit peu, mais c'est à trouver de manière initiatique pour chaque femme. Mais c'est parce que c'est la question posée, évidemment, de Catherine qui me permet d'aller là-dessus. C'est que dans le cas des fausses couches, l'âme de l'enfant, très souvent, fait le scénario suivant. Elle dit, bah, écoute, moi, je suis passé là, j'ai déposé des valises anciennes, et c'est moi qui suis revenu dans l'enfant plus tard. Donc, très souvent, après une fausse couche, il y a un enfant qui suit derrière, et très souvent, c'est le même. Donc, je dis très souvent. Ça dépend dans chaque cas. Hein. Donc déjà, ça, c'est le premier élément. Et puis, sur les IVG, l'âme de l'enfant dit, non, 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 t'inquiète pas, j'avais pas prévu de venir m'incarner en tant qu'enfant. Et il a fallu que je tisse un cordon de lumière pour être accroché à l'intérieur de la zone utérine, pour rester comme quelqu'un qui est en place arrière de la voiture. C'est-à-dire que toute personne conduit un véhicule, hein, l'âme, on va dire, ça va être le conducteur de la voiture corporelle qui est là, par exemple, eh bien, il peut y avoir des passagers à l'arrière de la voiture. Eh bien, vous, mesdames, vous avez la chance, hein, parce que c'est comme pour vous que à vous que ça s'adresse, d'avoir des passagers en place arrière qui restent pendant la vie, parfois. Hein. Et donc, ils vous le disent. Et qui vous disent, regarde, je suis un guide, je suis avec toi. Moi, je n'avais pas prévu de m'incarner, je suis juste venu là faire un petit tour, une partie gratuite, là, et je viens t'aider. Et on est ensemble, et on avance ensemble. C'est énorme, hein, je ne cache pas que ça se vit et c'est initiatique. Et puis après, ben, les femmes qui en ont une dizaine, elles sont venues sur un terreau qui relié à la maternité, qui est le lien à l'attachement. Très souvent, elles sont dans une énergie, elles vous le disent d'ailleurs, elles disent « Oh, moi, quand je suis enceinte, j'adore ça, j'adore tout le temps être enceinte, et ça a été dur quand ça a été mon 10e et dernier, parce qu'après, il y avait plus de possibilités, etc. Et là, après, elles se sont trouvées mal. » Bon, là, il y a un rapport à l'énergie qui n'est pas toujours très, très sain entre la mère et l'enfant, parce que un enfant, ça n'a pas besoin d'être complètement tout le temps attaché, hein, à sa maman. Il y a des phases où, bien sûr, c'est nécessaire qu'il y ait un lien de cordon entre les deux. Et puis, il y a aussi des phases où il y a besoin de laisser l'enfant aller vers son autonomie. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais Catherine, voilà, j'ai élargi avec un cas supplémentaire parce qu'il est dans l'actualité. Le cas des IVG, vous l'avez en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis dans la presse. Ok, donc merci. J'ai une autre question en ligne donc, de Marc qui fait sans doute le rapprochement. Tu dis que la première puberté est à 7 jours. Et oui. Il demande quel est le lien avec la circoncision chez les hommes dans certaines pratiques religieuses. Et oui, comme par hasard, elle se fait à ce moment-là. Bah, oui. Donc Marc, il a fait déjà le lien. Il a fait le lien parce que la circoncision, hormis le cas médical, qui était historiquement, et je le raconte dans l'ouvrage La Bonne Nouvelle, dont je vous invite, parce que j'ai évidemment des ouvrages aussi sur tout ça, où pour le premier d'entre eux, qui était donc Abraham dans la tradition, qui était donc ce pharaon Haï, il a été le dernier de la famille des Moses. Il a eu un fils Moses, qui est donc un problème au niveau de son sexe qui a amené à une circoncision. Ça, c'est médical et je ne dirais rien là-dessus parce que c'est OK, quoi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va prendre une génération après d'enfants et qu'on va les circoncire à 7 jours de vie. Hein. Parce que là, il y a une blessure et cette blessure, nous, on apprend les amis qui ont eu ça à en sortir parce que ça coupe de ce circuit de la sexualité sacrée qui amène dans le dos. Et ça amène trop sur une sexualité débridée en face avant. Et donc, après, on se retrouve à avoir des circoncis qui vont retrouver des femmes excisées et ils vont s'attirer mutuellement. Et donc, ça pose des petits soucis, hein, à faire des SK, par exemple.
Ok. Et sur ce circuit de sexualité qui passe par le dos, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que c'est sans doute une découverte pour beaucoup de Il personnes. s'appelle circuit de la Kundalini aussi, c'est le circuit d'abondance, c'est le circuit de la reliance au Créateur, c'est le circuit de la sexualité sacrée. Il a comme ça 4 fonctions. Et ce circuit-là, c'est vraiment le passage par des chats de l'aiguille. J'ai dit petite fille intérieure pour vous, mesdames, homme intérieur, âme, ensuite l'intérieur du soleil pour le Créateur, et puis après le trou noir local de la Voie lactée où on a nos 88 constellations pour aller toucher la part architecte. Donc toute cette verticale spirituelle qui est là passe par plusieurs chats de l'aiguille. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, parce que avec des gens qui développent maintenant des propriétés surhumaines, si vous voulez, ou de 5D, comme on dit, heureusement qu'il y a des sécurités, parce que ces chats de l'aiguille nous permettent de toucher, nous, ce qu'on appelle la 11D, hein, l'univers en 11 dimensions, et ne s'arrête pas à 5. Alors, plutôt que de développer des surhommes ou des surfemmes qui sont là avec des effets de pouvoir, nous, on est revenu sur quelque chose de très simple. C'est le pouvoir de l'amour, c'est tout. Ok, donc une autre question de Manuel qui te demande quelle est l'école dont tu parles? Y a-t-il des prérequis pour l'intégrer? Bon, ça c'est un peu plus personnel. Oui, alors je poursuis, comme j'ai décrit dans la bonne nouvelle, la suite de 3 traditions qui sont cette école abrahamique dont j'ai parlé il y a quelques minutes, qui est en fait de la 18e dynastie égyptienne, qui est l'école autour du pharaon Haï, Akhenaton et Toutankhamon, qui après s'est retrouvé dans l'école pythagoricienne dans une suite. Hein, je décris bien tout ça dans l'ouvrage La Bonne Nouvelle, donc vous trouverez toutes les sources. Et donc je poursuis la suite de cette école pythagoricienne telle qu'elle s'est arrêtée, puisque quand elle a été détruite, tout s'est perdu. Donc après, c'est devenu néo-pythagoricien, c'est devenu des pseudo-philosophes et non pas des philosophes. On en a beaucoup dehors aujourd'hui. Et je poursuis la suite de l'aventure nazoréenne il y a 2000 ans autour de Jean-Baptiste. Donc c'est la suite de ces écoles initiatiques du passé, en évidemment corrigeant les erreurs du passé et en allant plus loin. On va beaucoup plus loin. Donc j'ai eu l'occasion de m'expliquer là-dessus. C'est très factuel, hein, ce que je le dis aujourd'hui. Je ne demande pas d'y croire, toujours comme dans toute la conférence que j'ai faite aujourd'hui, c'est ça. Évidemment qu'il y a un prérequis, puisque si vous souhaitez après être un initiateur pour aider les êtres à aller jusqu'à leur âme, ben, ça souhaite que déjà vous ayez atteint la vôtre. Ça paraît logique. Hein. C'est ça le prérequis. Donc, il y a un prérequis déjà de passer en séance, d'être passé sous la toise, comme on appelle. On a un outil qui est vraiment génial, c'est un outil de mesure. Hein, c'est comme quand vous passez sous la toise pour mesurer si vous faites 1m70, 1m80, 1m90. On mesure ça. On mesure si vous atteignez le plan de l'âme, si vous atteignez le plan du créateur bâtisseur dans le soleil, ou si vous allez au-delà toucher votre architecte. Ça se mesure. Donc, c'est facile. Une fois que c'est mesuré, ça permet de toucher la souveraineté et de dire, OK, voilà, l'être est souverain. Après, ça s'entretient, évidemment, c'est une autre étape. Mais déjà c'est l'atteindre. Et quand un être a atteint ça, le prérequis est là. Je pense avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. J'en revenais, moi, à une autre question, que tu parles souvent de philosophes. Oui. Et quand je t'ai interpellé sur le fait de dire, mais aujourd'hui, on a aussi des philosophes, tu m'as dit non, ce n'est pas des philosophes. Alors, c'est quoi les différences entre les philosophes d'aujourd'hui et les philosophes grecs? Donc, je vais revenir sur la définition. Ami de la sagesse. Déjà, ce prétend passage, on est ami de la sagesse. On tend vers quelque chose. Ami, ça veut dire, ce mot a été créé à l'école pythagoricienne pour les êtres qui sont capables de faire un lien d'âme à âme. Donc déjà, si tu me trouves, hein, Rémi, je te mets au défi de me trouver des philosophes aujourd'hui qui sont capables de faire un lien d'âme à âme, par ce trajet de l'intériorité, tu m'appelles, hein, jour comme nuit déjà. Après, sagesse, ami de la sagesse. Sagesse, ça veut dire qu'il faut toucher le logos, hein, le logos de connaissance qui est dans le trou noir solaire. Il faut passer à l'intérieur de la matière. Et là, c'est pareil. Tu m'appelles si c'est le cas. Ensuite, il faut être un hygiéniste parce qu'il y a des hygiènes de vie à travailler derrière. Et si tu trouves des philosophes qui pratiquent des hygiènes de vie aujourd'hui, pareil, tu m'appelles. Après, il y avait 3 grades. Il fallait des apprentis mathématikoi, c'est-à-dire d'être initié pour se relier à la souveraineté. Ensuite, il fallait être, deuxième phase après l'apprenti, le compagnon, sébastikoi. Il fallait être capable d'être des méditants, de se relier par l'intériorité avec tous les êtres, dans la compassion et dans l'amour.
Et le troisième grade de philosophe, c'était politikoi, c'est-à-dire homme et femme politique. Le mot a été créé à l'école pythagoricienne quand même. C'est-à-dire qu'un homme et une femme politique ne peut pas s'envisager, ne peut pas se tourner vers la cité, vers les autres, s'il n'a pas fait un travail dans son intériorité et qu'il n'est pas en train de déployer une énergie d'amour. Ouais. Pareil, si tu me trouves un homme politique Aujourd'hui, ou un on en est philosophe, loin. Voilà. ouais, tu m'appelles, hein. Je vais répondre, hein. Alors, ben ça, ah oui, une question, madame? Alors, je vous J'ai passe le été très micro. Là, clair? il y a eu une autre question Non, il dans va la y en avoir salle. d'autres. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est tout à fait dans le sujet, mais en cas de conception multiple et quand nous-mêmes avons vécu avec un ou plusieurs jumeaux fétaux en début de vie intra-utérine. Ouais. Oui, intra-utérine, oui. Alors oui, ce sont des cas fréquents. Alors, soit que la personne ramène en disant « j'ai l'impression qu'il y avait un jumeau et qu'il n'est pas resté, etc. » Ce n'est pas toujours fondé, hein. Parfois, c'est une notion qu'elle a dans le rapport avec son double intérieur, mais parfois ça l'est, et ça l'est dans des cas donc, de début de gémellité. Quand elle va retrouver le lien, parce que je lui fais faire le lien dans ces cas-là, la personne, avec l'âme de l'autre, hein, qui était là. L'autre lui dit qu'il est venu l'accompagner, pourquoi, etc. Et tout ça, ça s'explique. Alors après, chaque cas est différent, évidemment. C'est une mise en relation à faire, hein. C'est une mise en relation à faire. Et il y a des explications qui font que parfois, certains viennent aider d'autres à s'incarner parce que sinon, ils n'auraient même pas voulu s'incarner. C'est une manière de les aider, une manière de dire, allez, tu descends, parce que parfois, l'âme, quand elle descend, vue d'en haut, la scène, c'est très bien, hein. La Terre, vue de très loin, c'est génial, hein. Pas de souci, hein. Vous vous rapprochez de près, c'est un vrai merdier, hein. C'est un peu ça. D'accord. Ouais. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. Tout à fait, merci. OK. Il faut parfois être aidé, quoi. Ouais. Et donc, ce sont des êtres qui viennent guider, hein, aider pour ça. Voilà. Donc, c'est bien de retrouver le lien. Alors, quelqu'un d'autre qui me demande combien de temps dure une séance? Il y a déjà le premier temps du massage avec la partie expansion. C'est déjà une grosse matinée, et surtout la première fois. Il n'est pas rare que quand on commence à 9 h, le massage se termine presque à 1h30, 2 h de l'après-midi. Donc, parce qu'il faut aller sur chacune des zones du corps où il y a eu des énergies piégées depuis la vie fœtale. Donc, c'est long. Mais ça je ne sais pas dire, c'est fonction de chacun. Et puis, il y a un deuxième temps l'après-midi qui vise finalement à entretenir cette autonomie pour y arriver seul, puisque le matin, c'est opérateur dépendant. Le philosophe passeur d'âme, lui, il est paratonnerre, il met les énergies en terre, donc ça facilite, ça aide. Le but du jeu, après, c'est que chaque personne sorte en étant libérée et autonome. Nous, on n'est pas là pour créer une dépendance avec les personnes, ce serait un mécanisme sectaire. Et vous le savez, je suis aussi expert en mécanisme sectaire à l'international, donc on surveille de près ce sujet-là, hein. Les mécanismes sectaires, on a la compétence véritable, nous, pour passer de ce qu'on appelle les faux souvenirs induits à la vraie connaissance, hein. Et pour ça, il faut avoir une capacité pour passer de l'un à l'autre, d'amener l'être et de vérifier dans les plans de conscience où il va, hein. OK. Ce qui n'est pas donné auprès de nos amis de la Mivilude, ça. C'est une Alors, compétence qui leur manque. ouais. Alors, donc, il y a plusieurs questions sur où peut-on faire des séances, etc. Donc là, je vous invite, comme je vous l'ai dit, il y a un site. Vous avez mon site à vous. Patrick Après, Lebert. surtout aujourd'hui, je suis là pour parler du sujet du féminin sacré. Voilà. Je pense que c'est Après, aussi les important. questions perso, vous envoyez un mail à Patrick, Voilà. patricklebert.fr. Et puis les ouvrages, vous les avez sur le site. Voilà, les ouvrages sont sur le site. Il y a des posts, vous avez tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition, déjà des vidéos aussi. OK, très bien. Eh bien, écoute, Patrick, merci beaucoup. Je peux renvoyer tout le monde aussi vers les deux autres vidéos qu'on a faites ensemble sur l'eau, le piégeage des énergies dans les isolants, que tu as évoqué là très vite, mais qu'on a abordé. Oui, c'est-à-dire que j'avais fait donc le 15 septembre une vidéo sur le lien entre l'eau et l'homéopathie. Parce que comme je l'ai validé devant les médecins homéopathes spécialistes, le lien scientifique qui valide l'homéopathie, ça me permettait de décrire ce que j'avais fait la fois précédente, hein, donc en septembre, de décrire qu'avec une information, qu'elle soit positive ou négative, ça peut influer votre corps. Ce qui est le cas de l'homéopathie pour le positif. Et pour le négatif, on a aujourd'hui le cas avec le Covid-19 qui vous est envoyé par
par satellite. Et puis, la deuxième conférence était sur la souveraineté. Voilà. Donc, la souveraineté. Rejoindre sa souveraineté. Voilà. Au mois de mars, on avait fait cette conférence, autant que je me souvienne. Mhm. Et donc là, j'avais détaillé tout ce qu'il y a sur ce fil, cette verticale que vous avez à côté de moi sur cette image avec cette femme avec le point d'interrogation là. C'est quoi qu'il y a au milieu là, Ouais. et ça conduit où ce fil? Mhm. Voilà. Bonsoir, merci pour cette superbe présentation. Ma question, c'était quand vous avez parlé de la physique quantique qui ne peut pas fonctionner, parce que tout est à la sauce physique quantique maintenant. Dans la première, et que ça considérait que c'était un espace clos, c'était quoi les trois suivantes? Il y avait 4 raisons. Eh ben, il y a une hypothèse qui est faite que la vitesse de l'électron est constante autour du noyau, et cette supercherie est résolue par des forces que la physique rajoute de liaisons faibles et de liaisons fortes pour faire tenir en fait le système de rotation, alors qu'en fait elle évacue quelque chose qui est en physique, le fait qu'il y a un trou noir au centre et qu'il y a une attraction à l'intérieur de ce trou noir. Mais la physique a complètement fait abstraction de ce trou noir, c'est-à-dire que si vous le voulez, le déplacement qui se passe d'un photon de lumière se fait de la façon suivante. Je vous montre ici, peut-être sur, voilà, vous voyez ici un vortex qui tourne sur moi là. Oui. Voilà, ici. Et ça, c'est finalement un porteur d'information. Donc une information qui est donc ici sur cette spire qui tourne indéfiniment. Et vous avez un passage, vous avez un petit trou là, comme à l'intérieur d'une pomme ou voilà, à l'intérieur là ici. Et donc c'est cette physique du trou noir qui n'est pas évoquée. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième de ces conditions qui n'est pas valide, c'est une physique statistique. Ça veut dire que ça vous donne une probabilité de présence du paquet d'ondes à un endroit ou à un autre. Et évidemment, nous, on met en défaut, ainsi que Émile Pinel l'a montré dans la biologie, c'est-à-dire on met en défaut le côté statistique, c'est qu'il y a une cause et un effet, directement. Donc, ce n'est pas une probabilité d'être à un endroit ou à un autre, c'est déterminé, c'est vraiment déterministe. Voilà. Et puis, donc, il y a les systèmes isolés, ça je l'ai dit, et puis il y a une loi de conservation de l'énergie. Voilà, il y a 4 conditions comme ça qui sont pas valides. Et donc, quand on a une théorie qui tient sur 4 piliers qui sont faux, qui ne sont pas constatés dans la pratique, il convient, tu l'as mis dans ta présentation tout à l'heure, je l'ai vu, j'ai vu un petit passage, un petit mot qui est passé qui disait il vaut mieux l'abandonner. Ouais. Il vaut mieux en changer. Voilà. On est sur une physique déterministe. Donc, je vous invite pour ça à revoir la conférence que j'ai faite au Palais des Congrès de Reims en 2012, parce que là, j'ai décrit ça dans le détail, évidemment. Ou sinon, j'en reparlerai dans une prochaine conférence pour être plus précis, parce que ça entraîne à réviser toute la physique subatomique, ça entraîne à tenir compte des trous noirs autrement. Or, nous, les trous noirs, en séance, on fait traverser les trous noirs. Pour nous, ce n'est pas une difficulté de passer à l'intérieur des trous noirs, de la matière ou les trous noirs de la galaxie. Ouais. Alors, je ne vous demande pas d'y croire, mais c'est une réalité observable sur des milliers de personnes, sur plus de 20 ans. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, cette statistique. Merci Manuel qui dit voilà, ça résonne beaucoup. Merci. Voilà une autre question de dernière minute qui était où trouver davantage d'infos sur les âmes qui voyagent avec nous suite à une IVG. Alors, les infos, j'amène chaque personne à rentrer en relation avec. C'est intime, c'est personnel. Pas ça, c'est au cours d'une séance. Google, quoi. Voilà. Non, trouver l'information, tu veux dire quoi? Juste. Si la question est de rentrer en contact, ça se vit en séance. Si la question est de se documenter pour trouver quels sont les ouvrages qui parlent de ça, vous trouverez quasiment rien. Ouais. Voilà. Ok, merci Patrick. Bonsoir à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt en tout cas.